Très heureuse de vous retrouver pour cette 14e semaine emploi-entreprise organisée par l'Université Savoie-Mont-Blanc et par son club des entreprises. Lancez-vous, c'est le message du jour pour cette 14e semaine. On s'intéresse à l'entreprise optimiste, une entreprise qui croit en l'avenir et une entreprise qui innove. Innovation dans les produits, les procédés, les organisations, l'état d'esprit aussi. Nous allons accueillir aujourd'hui des professionnels qui font preuve de créativité et d'inventivité au quotidien pour développer leur activité. Merci d'être présent ici à l'espace de vie étudiante sur le campus de Savoie Technolac et merci à vous de nous suivre en ligne. Pour commencer, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Gobot, directeur général délégué de l'entreprise Rocktool. Et nous serons ensuite rejoints par 4 intervenants, Davy Depay pour Sensei, Tony Verschuren de Humble Luck Ball, Dominique Fonfrette de Ressepieux et Éric Gigleux, coach certifié de l'association 60 000 rebonds. Alors que ce soit en ligne ou ici, vous pouvez évidemment poser vos questions. Alors, il y aura un micro qui va circuler dans la salle ou si vous le souhaitez, ça peut se faire aussi par écrit avec le QR code que vous pourrez scanner. Voilà, il apparaît sur l'écran. Alors, Nicolas Gobot, bonjour. Merci déjà pour commencer d'être là aujourd'hui. Un peu d'histoire pour situer votre entreprise. Alex Guichard a créé l'entreprise ici à Savoie Technolac. C'était un passionné de vélo. Il veut à l'époque développer une technologie pour fabriquer un cadre en fibre de carbone. Les procédés mis en place pour le moulage de matériaux composites lui ouvrent ensuite les portes de l'industrie automobile. Et 20 ans plus tard, l'entreprise qui compte une 50aine de personnes, dont la moitié sur le site du Bourget, est aujourd'hui leader de la technologie de chauffage par induction pour plastique. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. C'est une technologie que vous êtes les seuls au monde à proposer. Vous possédez des filiales au Japon, à Taïwan, en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Rocktool réalise 80 à 90% de son volume d'affaires à l'export. Alors, ce n'est pas une activité très visible du grand public, mais on trouve de vos produits un petit peu partout. Quel est votre cœur de métier pour que l'on comprenne bien ? Bonjour, merci à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir aujourd'hui de vous retrouver. Rocktool, aujourd'hui, est une société qui a su développer des vraies compétences dans le chauffage des outillages qui sont utilisés pour fabriquer des pièces plastiques. Donc, en soi, c'est pas très compliqué. Le plastique est une matière à l'état solide. Vous chauffez, comme ça, elle est suffisamment visqueuse pour que vous puissiez l'injecter dans un outillage, souvent en acier, avec la forme de la pièce que vous voulez fabriquer. Donc, il y a un vrai challenge parce que l'outillage même est à une température qui est inférieure à celle de la matière plastique fondue. Notre technologie permet de chauffer cet outillage. Nos ingénieurs sont capables de dessiner ce outillage avec des réseaux d'inducteurs. Donc, le même principe d'induction que vous avez chez vous avec des plaques à induction. Ce procédé permet de faciliter les processus d'injection, donc d'améliorer significativement la qualité de surface de la pièce plastique, voire ses caractéristiques mécaniques. Et alors, en quoi Rocktool est une société innovante, puisque c'est le thème qui va nous occuper aujourd'hui ? D'une part, parce que ça n'existait pas, ce type de procédé. Bien sûr, nous n'étions pas les premiers à comprendre qu'en chauffant l'outillage, on pouvait améliorer les processus, mais il n'y avait personne qui le faisait par induction. Donc la première innovation, c'était la capacité du fondateur, quand il a rencontré un docteur en induction, de se dire « tiens, on a des outillages en acier, le moyen le plus efficient pour le chauffer, ce serait par induction ». Donc la première innovation, c'était l'idée même. Puis techniquement, bien sûr, c'était le plus simple, c'était de placer les inducteurs autour de l'outillage. Donc la deuxième innovation, c'était technique, c'est-à-dire être capable de dessiner l'outillage d'une manière différente afin d'avoir des inducteurs qui soient à l'intérieur de l'outillage même. Et puis, depuis, on n'a pas cessé d'innover tous les jours puisque c'était une nouvelle technologie qui n'était pas encore adoptée par le marché. Il fallait trouver l'application, les produits, voire le modèle économique. Ça va être ma question. L'innovation, elle est dans les produits, les processus que vous venez de nous expliquer, mais elle est aussi dans le modèle. Vous avez revu votre modèle au fil des années. Vous êtes passé d'un modèle de cession de licence à la vente de produits et services. Pourquoi ?
La raison principale est que déjà nos clients ont souvent été les sous-traitants, ceux qui fabriquent des pièces plastiques. Ça semble naturel, vous vendez une technologie pour fabriquer des pièces plastiques. Mais finalement, non, puisque le véritable client est plutôt le donneur d'ordre, le constructeur automobile comme Peugeot ou le fabricant d'ordinateurs comme Dell. C'est plutôt eux qui décident et qui dessinent cette pièce plastique. L'industrie, en plus, n'était pas un peu conservatrice. Ils n'ont pas l'habitude, ces grands industriels, de signer des contrats de licence tous les 3 mois, de vous appeler pour vous dire j'ai fabriqué tant de pièces avec votre technologie, donc je vous dois tant d'argent. C'était pas simple à faire adopter, donc il fallait trouver un autre moyen pour vendre une technologie qui avait sa place dans le marché. Et pardon, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des hauts et des bas au fil des années, aujourd'hui, comment ça va? On va parler de nouveautés, d'actualité, puisque vous venez de rejoindre un gros marché, celui de la cosmétique, qui se développe. Aujourd'hui, comment se porte Rocktool? Plutôt bien. Bien sûr, on a été impacté parce que même si on avait commencé avec des vélos, en tout cas c'était l'idée, très rapidement on a trouvé des applications nombreuses pour l'industrie automobile qui est montée à représenter jusqu'à 40-45% de notre chiffre d'affaires en 2019. Donc je vous apprends pas que l'industrie automobile a été pas mal frappée par cette crise. Donc aujourd'hui ça ne représente plus que 20-25%. Donc on a dû trouver de nouveaux marchés. Et effectivement, aujourd'hui, on essaie quand même de surfer un peu sur cette tendance d'éco-responsabilité, donc avoir des produits qui soient conçus d'une manière différente, voire produits de manière différente, moins d'étapes secondaires de fabrication, moins de peinture. Donc tout ça a un impact en fait sur l'empreinte environnementale du produit même. On commence aujourd'hui à voir en fait sur les produits des stickers qui indiquent la quantité de CO2 qui a été émise pour sa fabrication. Donc pour nous, c'est une véritable opportunité puisqu'on peut améliorer ce processus de fabrication. Et donc on essaie de le dupliquer sur des marchés où nous n'étions pas, comme par exemple effectivement le marché du packaging cosmétique. Voilà, vous venez d'annoncer un partenariat avec Estée Lauder qui utilise votre technologie pour ses flacons des produits haut de gamme cliniques. Et vous travaillez aussi, par exemple, avec le CEA pour développer une nouvelle génération de panneaux solaires à base de matériaux biosourcés pour pouvoir se diversifier sur des activités aussi diverses. Ça passe forcément par l'innovation et un état d'esprit audacieux comme ça tous les jours. Oui, absolument. Je peux justement parler de ces deux cas puisqu'ils sont exemplaires en fait dans notre métier. Pour Estée Lauder, un certain nombre d'entre vous certainement a déjà vu leur bouteille, c'est la marque Clinique. Donc ça semble d'ouvert en soi quand vous allez l'acheter. En fait non, c'est juste du plastique avec une étape secondaire, justement un spray qui donne cet effet frost. Donc ça ressemble à d'ouvert. Nous sommes capables en fait de répliquer cette surface avec tout simplement un marquage laser de la surface de moulage. Donc il n'y a plus de spray. Donc bien sûr l'empreinte carbone du produit n'est pas du tout la même. Ça c'est ce que notre client Estée Lauder communique. Puis effectivement il faut dire aussi que ça coûte beaucoup moins cher. Et puis également pour le CEA, c'est une très belle opportunité puisque déjà d'une part le marché solaire aujourd'hui est en pleine expansion. Le procédé de fabrication des panneaux photovoltaïques aujourd'hui n'a pas vraiment évolué. Nous, on peut apporter notre savoir-faire dans ce procédé de fabrication, notamment dans la transformation des matériaux thermoplastiques qui sont recyclables. Est-ce que la concurrence est forte dans votre domaine d'activité? C'est-à-dire que est-ce que l'innovation, elle vous permet de rester leader sur votre marché? Oui, absolument. C'est l'innovation qui nous permet aujourd'hui de survivre d'ailleurs, puisque la concurrence est rude. Même si nous sommes les seuls au monde à proposer cette technologie, en fait, on a quand même le concurrent principal pour notre activité qui est en fait faire les choses comme on a toujours fait. Donc changer en fait ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'audace et effectivement ça demande d'être toujours capable de proposer quelque chose de nouveau pour pouvoir convaincre les clients.
L'entreprise a d'ailleurs fait beaucoup de recherches quasi fondamentales au fil des années. Parfois, vous êtes très loin du produit fini. Le marché n'existe même pas forcément vraiment. Comment ça se passe quand on fait de la recherche fondamentale comme ça dans une entreprise, donc avec des contraintes financières qui sont quand même existantes? C'est le point clé pour une société commerciale. C'est de trouver cet équilibre entre des équipes des chercheurs. Donc le travail, effectivement, est de chercher. Mais ils peuvent chercher à l'infini. Ils trouveront toujours des belles choses. Mais au bout d'un moment, il y a quand même un marché. Il faut arriver à un produit fini. Puis si vous demandez à vos commerciaux, eux, ils sont capables de vous vendre tout et n'importe quoi. Donc avoir des personnes en interne qui soient capables de faire ce lien entre la recherche fondamentale, donc quand on est vraiment très loin de son application, et le marché et les produits qu'ils souhaitent avoir sur les étagères, voilà, c'est la clé. Pour que l'innovation puisse trouver son marché. Est-ce que des fois ça marche pas? Souvent, souvent, ça fait partie du jeu. Si on n'ose pas, si on se trompe pas, on ne pourra jamais réussir. C'est une évidence. On le voit aujourd'hui, notamment dans la cosmétique. En fait, parfois, on a de nouvelles applications qui viennent des erreurs, tout simplement. On a découvert que notre technologie peut aujourd'hui avoir de la valeur ajoutée dans la fabrication des pièces plastiques par rapport au temps et à la température qu'on applique à l'outillage pendant le processus de moulage. Il y a les propriétés mécaniques de cette résine. Quand elle cristallise, du coup, il y a des effets qui sont vraiment très sympathiques. On a découvert quelque chose. Et tout ça parce que le technicien qui était devant la machine, tout simplement, il a attendu un peu trop pour appuyer sur le bouton. Donc des fois, ça vaut le coup de se tromper. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Il y a aussi un état d'esprit de tester des nouvelles choses au niveau de l'organisation même des équipes. À un moment, vous avez demandé aux ingénieurs de sortir un peu de l'ordinateur, de la simulation assistée par ordinateur, pour aller plus à la rencontre des clients. Et ça a marché. Tout à fait. C'est peut-être l'une des parties les plus difficiles quand on gère une entreprise. Voilà, on a des profils de poste, donc les gens arrivent, ils ont certaines attentes, notamment nos ingénieurs. Voilà, on a des ingénieurs CAO donc, qui dessinent des outillages, ils passent leur temps devant l'ordinateur. Également des ingénieurs simulation qui utilisent le logiciel pour simuler l'injection d'une pièce plastique. Pareil, ils pourraient passer 100% de leur temps devant l'ordinateur. Et en fait, nous, on leur demande quand même, quand on a terminé un projet, presque, d'aller chez les clients et d'aller voir eux-mêmes en fait comment ça marche. Parce que les simulations, ils sont assez efficaces, mais c'est jamais la réalité. Il y a toujours plein de facteurs qu'on n'a pas pu considérer, qui ont une influence en fait sur ce qu'on a étudié. Et c'est une véritable valeur ajoutée parce que ça leur permet de progresser tous les jours. Mais c'est un peu une innovation d'état d'esprit parce que c'est pas quelque chose qui s'attend. Quand il faut mettre les mains dans les cambouis et avoir les problèmes avec des clients qui attendent des solutions, c'est pas simple. Justement, cet état d'esprit, comment vous l'accompagnez dans l'entreprise, avec les salariés, avec les collaborateurs? Je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on ne laisse jamais personne tout seul. On a quand même une société assez jeune, un âge moyen qui doit être autour de 32, 35 ans, des très jeunes ingénieurs. Et on n'hésite pas à les envoyer dans des sites de production à l'autre bout du monde, que ce soit en Inde, d'ailleurs pas nécessairement parmi les plus sains. On n'est jamais seul. C'est des événements qui ne sont pas simples. Vous avez en face des experts de l'industrie qui font ce métier depuis 30 ans. C'est pas simple de leur expliquer qu'ils se trompent, qu'ils doivent faire les choses d'une manière différente. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'ils ont toujours l'appui de quelqu'un qui est un peu plus expert, qui a un peu plus de bouteilles. Ils sont entrepreneurs parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Si on parle un petit peu recrutement, est-ce que ce positionnement-là, c'est axé sur l'innovation, il aide à trouver de nouveaux talents? Et la question qui suit, c'est comment on fait pour travailler chez Rocktool? Absolument. Le recrutement, forcément, est lié au succès de ce lien entre la recherche fondamentale et l'application.
Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous n'êtes pas une association, vous êtes une société commerciale, notamment comme Breuil qui est coté en bourse, vous avez quand même des investisseurs qu'au bout d'un moment vous demandent des comptes. Aujourd'hui, pour nous, quand même, c'est la clé de la réussite. On ne cesse pas de recruter, même si pendant cette période, on a quand même dû ralentir. On a été impacté, nous également. Et surtout, on n'hésite pas à aller chercher des profils différents, justement pour aider tout le monde en fait, à sortir de sa zone de confort. On ne peut pas juste demander de faire les choses différemment, il faut apprendre. Par rapport au travail quotidien, il faut deux choses. Il faut déjà être passionné par les produits. Nos ingénieurs sont confrontés à des problématiques qui changent pratiquement tous les jours. On peut passer de la fabrication d'une plaque de pile à combustible pour des batteries à hydrogène le lundi, à des capots de rouge à lèvres le mardi, à des intérieurs automobiles le mercredi. Donc c'est très très varié. Il faut être prêt, voilà, avoir cet esprit, être ouvert, avoir des nouvelles choses et puis aussi s'adapter. C'est pas nécessairement une quantité de travail qui est énorme tous les jours, mais il faut quand même s'adapter. Quand on travaille avec des grands comptes qui font des milliards de chiffres d'affaires partout dans le monde, il faut être prêt à travailler avec la Chine, les États-Unis, à des horaires différents. Dernière question avant de rejoindre les autres, avant que les autres intervenants nous rejoignent. Qu'est-ce que vous avez à dire aux étudiants qui hésiteraient à se lancer, qui pourraient avoir une idée et voilà, qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure? Il ne faut pas hésiter, jamais. Même moi, personnellement, effectivement, parfois, c'est difficile d'accepter de prendre des risques. Effectivement, il y a des intervenants qui sont bien placés pour le dire. Il ne faut pas avoir peur. L'échec fait partie de la réussite. C'est une partie fondamentale, d'ailleurs. Il y a plus d'échecs que de réussites. Donc, le plus on a d'échecs, le plus de chances on a de réussir. Merci beaucoup Nicolas Gobot pour ce premier témoignage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a une en ligne. Pas encore. Alors en ligne, comment on embarque tout le monde justement quand on veut se diversifier, qu'on est en mouvement? Comment embarquer tous les salariés? Parce que ça peut déstabiliser certainement. C'est parfois très difficile, effectivement. Pour nous, notre moyen, c'est d'impliquer tout le monde. Systématiquement, quand on prend des décisions, parfois, effectivement, le rôle du dirigeant est aussi de fixer les caps et de prendre des décisions. Néanmoins, on se doit d'écouter les gens qui sont sur le terrain et qui font ce travail tous les jours. Donc parfois, c'est difficile, mais ça marche très bien. À partir du moment où ils ont participé à la prise de décision. Merci beaucoup. On va poursuivre nos échanges avec nos intervenants. David Depay, gérant de Sensei, Tony Verschuren, gérant de Humble Log Ball, Dominique Fonfray, gérant de Recepieux et Éric Gigleux, coach certifié avec l'association 60 000 rebonds. On les accueille. Merci à tous les quatre de nous rejoindre sur ce plateau. On va commencer avec un petit tour de table pour comprendre les activités et des uns et des autres. Il va falloir faire preuve de pédagogie et je sais que vous saurez le faire. Alors, David Depay, vous avez créé Sensei à Aix-les-Bains. C'est un organisme de formation en ligne, un centre de formation entièrement dématérialisé, imaginé avant le Covid. Donc là aussi, vous avez fait preuve d'innovation. Vous êtes 2 associés, une équipe de 35 personnes avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. En quoi votre entreprise est-elle innovante dans un secteur très concurrentiel? Et qu'est-ce que l'innovation pour vous? Alors déjà, beaucoup de questions dans une seule question. Déjà, je dirais qu'effectivement, vous parlez de secteur qui est concurrentiel. Avant de parler de la concurrence, je voudrais dire que c'est déjà un secteur qui est un petit peu poussiéreux déjà, le secteur de la formation. Qui dit formation dit souvent présentiel. Et c'est vrai que même s'il y a eu des précurseurs dans la dernière décennie, la formation est restée vraiment quasiment essentiellement présentielle. Donc nous, le défi, ça a été de se dire et si on pouvait proposer de la formation, mais entièrement dématérialisée, et à n'importe qui,
et que n'importe qui, depuis chez lui, chez soi, puisse accéder à de la formation. Ça a été le premier défi, qui a plutôt bien fonctionné. Maintenant, le deuxième défi, c'est de se dire que quand on suit une formation chez soi, c'est difficile de s'automotiver. Donc il faut faire preuve d'innovation dans le sens où aujourd'hui, il faut réussir à trouver un moyen, une stratégie qui permet de garder un lien quand même humain avec la personne, même si c'est en ligne. Ensuite, l'autre aspect, c'est la partie concurrence, vous en avez parlé. Depuis à peu près un an et demi, il y a énormément de centres de formation en ligne qui se créent, j'ai envie de dire chaque jour. Et malheureusement pour le milieu des centres de formation assez médiocres en termes de qualité, beaucoup de faux centres de formation, parce qu'il y a beaucoup de fraude dans ce domaine-là. Donc il faut aussi faire preuve d'innovation pour se démarquer déjà de la concurrence, parce qu'il y a quand même de très bons centres de formation en ligne. Donc il faut arriver à se démarquer. Il faut aussi arriver à faire démarquer sa qualité pour transmettre de la confiance à notre interlocuteur, à nos élèves, à nos clients. Donc voilà en ce qui concerne le secteur. Puis qu'est-ce qu'est l'innovation finalement ? J'ai envie de dire, en tout cas en ce qui nous concerne, l'innovation, c'est pas tout le temps inventer quelque chose de nouveau, réinventer la roue. Des fois, c'est simplement apporter quelque chose de nouveau à quelque chose qui existe déjà. Donc adapter une situation, la dépoussiérer pour le cas de la formation et l'adapter à l'époque qu'on vit peut-être. On parle beaucoup de digital, la digitaliser et ne jamais se reposer trop sur ses acquis, sur ses lauriers, sur sa position. Toujours avoir une amélioration continue. Je vois beaucoup d'innovation dans l'amélioration continue. Merci beaucoup. Tony Verschuren, vous êtes le créateur et gérant de Humble Log Ball. Vous développez une application décentralisée sur la blockchain. La blockchain, donc l'une des applications les plus connues est la crypto-monnaie, permet à ses utilisateurs qui sont connectés en réseau de partager des données sans intermédiaire, sans organe de contrôle centralisé. Avant la création de société, il y a un peu plus d'1 an, il y a eu 3 années de recherche et développement. Alors, c'est un secteur perpétuellement en mouvement, très rapide. À quelle innovation un peu plus spécifique vous travaillez ? Et même question, qu'est-ce qu'être une entreprise innovante pour vous ? Alors, bonjour. Effectivement, concernant du coup Humble Log Ball, on est parti sur un constat. En fait, donc, il y a des technologies qui existent et la technologie de blockchain est en plein essor. Et effectivement, chaque jour, on découvre de nouvelles choses sur cette technologie. Chaque jour, il y a de nouvelles applications qui peuvent être utilisées dans le monde de tous les jours. Et chaque jour, de plus en plus de personnes s'intéressent aussi à cette technologie. Et effectivement, il faut, pour nous, donc ces 3 années de recherche et développement qui ont précédé la création de l'entreprise, a été tout simplement aussi de comprendre comment fonctionnaient ces systèmes, comprendre pourquoi ils existaient, comprendre quels étaient leurs inconvénients, quels étaient leurs avantages, quelles étaient leur utilisation qu'on voulait nous aussi en faire. Et ça a été en fait tout simplement de comprendre surtout quels étaient les inconvénients et comment y répondre, comment les résoudre. Donc pour l'innovation, pour moi, qu'est-ce que l'innovation ? C'est effectivement ça rejoint un petit peu l'idée de l'audace, c'est de savoir tout simplement adapter quelque chose de nouveau ou en tout cas mettre la vision que l'on a de quelque chose dans ce qui est déjà existant ou ce qui ne l'est pas encore. Et d'avoir en fait, de mettre en place tous les moyens pour le créer et pour le développer. Voilà, à peu près. Et vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous entendez par rapport aussi à votre activité. Dominique Fonfred, vous avez créé l'entreprise Recepio en 1998 à la suite du dépôt de plusieurs brevets dans le secteur du BTP. Lauréat du concours Lépine, de la médaille d'or de l'INPI notamment, vous avez imaginé le concept de pré-recépage que vous êtes toujours le seul à réaliser dans le monde. Alors, j'ai essayé de faire simple. Cette méthode permet de supprimer le marteau-piqueur de l'étape du recépage, qui est l'étape qui consiste à enlever la partie supérieure d'une fondation profonde souillée par les boues qui remontent lors du coulage de béton sur les chantiers. Comment on explique que votre innovation reste unique plus de 20 ans après sa création ? Et qu'est-ce que l'innovation pour vous ? Alors, donc, l'innovation, c'est ça. Parce que Léonard de Vinci, il avait expliqué une chose très simple, qui disait que la sophistication, la simplicité, c'est l'aboutissement de la sophistication. Donc la particularité des choses, c'est que on a toujours tendance à chercher compliqué. Et donc chaque fois, alors moi je pars du principe que tout est simple. Par contre, il y a des cerveaux compliqués. Donc, à partir du moment où vous avez une idée et puis qu'elle est compliquée, il faut vite l'abandonner, il faut trouver le plus simple. Voilà. Donc, comment j'ai eu cette idée, si vous voulez, c'est qu'il faut dire dans ma vie, j'ai toujours eu des idées bizarroïdes.
et qui ont été piqués par ou pas par d'autres. Et puis, il se trouve que quand j'étais dans le métier du BTP, au départ, j'étais représentant de commerce. Et puis, je me suis aperçu sur des chantiers, ils étaient en train de taper au marteau-piqueur sur du béton. Je trouvais ça d'une imbécilité absolument totale. Et évidemment, je vais raccourcir très vite, et j'ai eu l'idée de noyer dans le béton cette petite bouteille avec un cochonnet de pétanque à l'intérieur et à l'altitude où on doit casser le béton. Et puis après, derrière, quand le béton est dur, on remplit cette bouteille avec un produit qui gonfle, comme une bouteille d'eau que vous mettez au congélateur et qui gonfle et qui casse la bouteille. Et le béton se découpe tout seul, sans choc, sans vibration, sans poussière, sans fatigant, et surtout sans se fatiguer, parce qu'être feignant, ça rend intelligent. Et voilà. Qu'est-ce qui explique que ça n'ait pas été copié? Eh bien, ça n'a pas été copié parce que ça, c'est vachement facile à copier. Hein. Une bouteille en plastique, une forme particulière avec une bille en bois. Ça n'a pas été copié tout simplement parce que, comme je suis parti sans un sou, hein, parce que il se trouve l'année précédente, je m'étais séparé avec mon épouse et on avait fait un partage à l'amiable, c'est-à-dire qu'elle était partie des économies, j'ai gardé les dettes. J'avais pas d'argent, j'étais même endetté complètement, même interdit de Banque de France pour vous dire. Et je suis allé voir l'ancêtre de la BPI qui s'appelait Lanvard, et j'ai dit écoutez, j'ai trouvé une idée, enfin c'était pas tout à fait ça, même un bricolage, j'avais une photocopie couleur de ce que j'avais fait parce que j'ai pas d'argent. Et Lanvard qui m'avait dit écoutez, c'est pas mal votre truc, combien vous avez pour démarrer? Alors j'explique le coût de mon ex-femme. Et puis ils sont devenus tout ouverts, et puis ils m'ont dit mais monsieur, si vous n'avez pas 300 000 francs devant vous, on peut rien pour vous. Donc c'est comme ça que j'ai su que rien, c'était déjà 300 000 francs. Et donc, comme disait Raymond DeVos, je suis parti avec moins que rien. Voilà. Et j'ai pas trouvé de sous, j'ai pas trouvé de finances. Je suis en admiration devant les gens là qui sortent, ils ont une idée fumeuse, ils claquent des doigts, il y a 1 million qui dégringole. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bon. Voilà, donc c'est parti de ça. Et avec cette idée-là qui est toute simple, il se trouve que j'avais 3 ans d'avance sur la recherche fondamentale parce qu'on ne savait pas démontrer scientifiquement comment le béton se cassait. Et c'est 3 ans plus tard que le professeur Savinka de l'Université du Colorado a trouvé une méthode de calcul qui a démontré ce que j'avais trouvé. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas été copié? Tout simplement parce que n'ayant pas d'argent, j'ai été obligé d'imaginer des solutions de communication, de commercialisation, de gestion, etc. etc. Et donc, en fait, comme j'ai une chance extraordinaire, je ne suis pas allé à l'école parce que l'éducation nationale m'a demandé de les lancer tranquille parce qu'il paraît que j'encombrais. Donc, je suis bac -3, vous voyez. Et donc, il fait que j'étais obligé d'imaginer des solutions sans argent. Et je me suis aperçu qu'il suffisait d'écouter les gens qui savaient, faire le contraire, et ça marche vachement bien. Vous allez nous expliquer ça. Vous allez nous expliquer ça après. Merci. Éric Gigueleu, vous avez un profil un petit peu différent des autres intervenants puisque vous accompagnez les entrepreneurs. Vous êtes coach certifié 60 000 rebonds. C'est une association qui est animée par des bénévoles. Elle accompagne donc les entrepreneurs après une liquidation. Depuis la création de l'association en région, 94% des entrepreneurs accompagnés rebondissent en une petite année sur un projet salarial, en 16 à 18 mois sur un projet entrepreneurial. En 2020, 660 entrepreneurs ont ainsi été accompagnés un petit peu partout en France. Puis vous nous parlerez également du programme national Changer de regard sur l'échec. C'est un programme qui vise justement à sensibiliser les étudiants à ce sujet. Pour innover, il faut forcément échouer à un moment. Alors oui, effectivement, on a au niveau de l'association, qui est une association nationale, un programme qui est orienté sur changer le regard sur l'échec. On s'est aperçu qu'effectivement, le regard sur l'échec, en tout cas au niveau de l'écosystème français, était un petit peu étonnant, un petit peu surprenant. Et donc, on a dit, pour aider nos entrepreneurs en rebond, comme vous le disiez, à la fois soit pour rebondir au niveau du salariat, soit pour rebondir en tant qu'entrepreneur, c'était important de changer le regard sur l'échec auprès des banques, auprès des organismes qui peuvent les aider. Et donc, pourquoi je suis là? C'est parce qu'en fait, on s'est aperçu que si on changeait le regard sur l'échec, ça permettait d'intégrer la dimension de l'innovation, comme ça a été communiqué tout à l'heure. On intègre l'innovation dans l'échec et quelque part, on considère que l'échec, c'est les parties prenantes, je dirais, de l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, profil un petit peu atypique, mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir cette dimension-là. Et vous me donniez un exemple quand on s'est appelé pour préparer cette interview, celle de Monsieur Dyson. Il y a des outils aujourd'hui qui nous paraissent évidents et il a fallu beaucoup d'essais. Alors oui, effectivement, James Dyson, il est effectivement très successful en ce moment, mais il raconte qu'il a fait 5127 pilotes projets avant de créer son aspirateur et son moteur particulier. Ça veut dire que si je calcule bien, il a eu 5126 échecs avant de réussir à trouver la bonne solution à mettre sur le marché.
Vous êtes passés par l'échec les uns et les autres avant de trouver voilà, l'idée qui s'est transformée en innovation? Alors de mon côté, j'ai eu la chance de ne pas encore vivre d'échecs, même si je peux comprendre que ça puisse comment dire, rendre plus fort. Je ne le souhaite pas encore. donc effectivement, j'ai pas encore connu en effet cette situation de mon côté. Alors, moi, effectivement, l'échec, c'est ce qui m'a permis d'arriver à construire quelque chose. Alors, forcément, pas tout seul, hein. Mais si j'avais pas connu ces différents échecs à travers les différentes idées que j'ai pu avoir, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais je ne serais pas là aujourd'hui. C'est ces échecs qui, à chaque fois, m'ont permis de monter une marche et de comprendre que si là, j'y arrive pas, c'est parce que j'ai encore besoin de ça. Ensuite, j'ai acquis ce qui me manquait. Nouvelle marche, nouvel échec, mais ça m'a permis à chaque fois de monter. Et ça rejoint finalement la pensée du rebond, parce que c'est vraiment ça en fait. Et ces échecs-là, c'est vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à créer, à concevoir une entreprise, entourée de personnes bien sûr, qui eux aussi ont connu des échecs. Et c'est ce qui permet, je pense, d'arriver à tirer la quintessence de choses qui à la base ne sont pas forcément bien parties. Oui, pareil, hein, je pense que j'ai connu pas mal d'échecs. Personnellement, Rocktool, ce n'est pas mon invention, mais avant Rocktool, j'ai créé 2 sociétés. Aucune n'a marché finalement. Et je pense que ce qu'il faut changer, le regard sur cet échec, c'est à la fois le collectif, justement, ne pas mépriser ceux qui ont eu un échec, mais aussi personnellement, c'est dire ça arrive de se tromper. Et quand ça arrive, il faut l'admettre. Ça fait partie de la vie. Avec le micro, merci. Oui, ça va mieux. Alors moi, l'échec, je connais. Ça a commencé à l'école, quand on m'a foutu dehors, j'ai le certificat d'études primaires. Bon, bref. Mais par rapport à ça, si vous voulez, quand j'ai eu cette idée, si vous voulez, que j'ai mis au point, comme il n'y avait aucune donnée scientifique qui me permettait de démontrer que ça allait marcher, c'était simplement du bon sens, mais encore faut-il le démontrer. Et puis que j'avais pas de sous, donc je suis allé sur des chantiers pour essayer de faire un essai. La plupart des chantiers me disaient c'est intéressant votre truc, mais on aimerait bien le voir, mais chez un autre. Et donc il m'a fallu un certain temps pour que je trouve un chantier qui a bien voulu essayer. On a fait le premier pieu avec ça, ça a super bien marché. À ce moment-là, j'avais le cœur qui battait. Je me suis dit ça y est, j'ai fait fortune, bouge pas, Bill Gates, j'y arrive. Et puis c'est pas vrai parce que les pieux suivants, ils ont tous raté. Puis après j'en ai réussi, puis j'en ai raté. Et j'avais pas de solution parce que quand on a une machine par exemple, elle coince, on la démonte, on regarde ce qui coince, on répare. Parce que là je mets dans le béton, ça marche pas. On ne sait pas pourquoi, on casse son articuleur, on ne sait toujours pas pourquoi. Et donc, il m'a fallu, pour le rendre fiable, il m'a fallu 8 ans. Et donc, pendant 8 ans, comme je n'avais pas les moyens de faire puis il n'y avait pas d'études scientifiques pour le faire, c'était de façon très empirique, j'allais voir directement les chantiers en leur disant, écoutez, moi j'ai ça à vous proposer, vous ne payerez que ce qui marche. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc les clients, ils acceptaient, ceux qui me commandaient, c'est ceux qui acceptaient d'avoir un taux d'échec de 20-30%. Et qu'ils payaient que ce qui marchait, et puis le reste, tant pis. Hein. Donc c'était très, très, très long, très long. Et il se trouve que, mis à part ce produit, parce que je suis monoproduit, depuis 15 ans, j'ai trouvé une solution alternative, pas forcément pour le même principe, mais qui permettait d'avoir un deuxième produit pour répondre à d'autres besoins, si vous voulez. Et ce deuxième procédé, que je n'ai pas ici, depuis 15 ans, il n'est toujours pas commercialisé. Parce que même si j'ai trouvé le principe et que le principe fonctionne, parce que je l'ai validé dans du béton, ça fonctionne, depuis 15 ans, je galère parce que je suis passé de bureau d'études en bureau d'études qui m'ont envoyé dans le mur, quoi. Alors moi, je leur faisais confiance et puis ils m'ont envoyé dans le mur. Et puis je vous casse la figure tout seul, parce qu'eux, ils se font payer, c'est tout. Après, je suis rentré dans le mur avec des industriels qui m'ont dit, mais nous, on est les champions du monde, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis après, il y a échec, vous payez les factures, mais c'est vous qui tombez tout seul, etc., etc., etc. Donc je remets sur le marché petit à petit. D'un échec, je trouve le pourquoi il y a l'échec, donc je trouve sur autre chose. Bon, mis à part ça, ça coûte une fortune tout ça. C'est des centaines de milliers d'euros que je ne me suis pas payé en salaire pour évoluer. Alors, j'ai toujours espoir, parce qu'en ayant dépensé des centaines de milliers d'euros pour sortir un nouveau produit, ça veut dire que j'y crois à fond, que là, si je vais vraiment Bill Gates, je vais le rattraper. Mais en attendant, je ne me suis pas payé. Parce que pour l'innovation, il faut savoir, il y en a qui, je vous dis, ils claquent des doigts, il y a des millions qui tombent. Moi, je ne sais pas faire. Mais pour savoir que pendant les 3 premières années où j'ai démarré ça, je me payais l'équivalent du RMI. Et puis après, comme je suis un salaud de patron, je me suis augmenté, je suis passé au SMIC, mais pas pour 35 heures, pour 70 heures. Ça a duré 3 ans.
Puis après, je suis réaugmenté au niveau d'un salaire d'instituteur, mais sans les 4 mois de vacances. Et là, j'ai eu un contrôle fiscal parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais toujours des déficits en augmentant mon salaire. Voilà. Tous les entrepreneurs que vous accompagnez, ils ont ce rapport-là à l'échec où il y a aussi un travail vraiment d'accompagnement où il faut pouvoir remonter après une innovation ou une création d'entreprise qui n'a pas fonctionné. Ce qui se passe souvent, en fait, c'est que l'entrepreneur, on les appelle les entrepreneurs en rebond quand ils viennent nous voir. Et pour les aider, on met en place en fait une équipe. C'est un binôme qui travaille avec eux. D'un côté, c'est un parrain qui est du côté business, et puis de l'autre côté, c'est un coach qui va les suivre pendant à peu près 1 an. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, souvent, l'entrepreneur, il pense qu'il a raté sa société et il pense qu'il est un raté lui-même. Et en fait, on passe beaucoup de temps à expliquer que non, c'est pas parce qu'en fait une société a raté que la personne qui a tenté, qui a eu l'audace de faire quelque chose est aussi un raté. Donc ça, c'est quelque part quelque chose qui est important. Et puis surtout, en fait, dans la culture française, on essaie de mettre en avant le soit parfait. Et autour de ça, on essaye aussi d'expliquer à l'entrepreneur en rebond que c'est pas soit parfait qu'il faut être, c'est soit inventif, soit libre, soit créateur. Et c'est effectivement autour de ça qu'on travaille beaucoup, en fait. À quel moment une idée, elle devient réalisable ? Ou en tout cas, vous vous êtes dit, cette idée-là, elle peut devenir une innovation, je peux la transformer en quelque chose à développer ? C'est une question très intéressante parce que c'est vrai qu'il y a, moi dans mon cas précisément, j'ai eu un déclic. C'est-à-dire que j'ai été très intéressé par cette technologie justement de blockchain. J'ai bien étudié effectivement la chose et à chaque fois je me suis dit mais c'est pas normal que ça puisse fonctionner comme ça. Je me suis dit il faudrait que ça fonctionne autrement. J'aimerais bien que ça fonctionne autrement. Et quand j'ai vu effectivement différents, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait des inconvénients en fait au système que je voyais, enfin des inconvénients d'utilisation, c'est-à-dire que j'avais aucune connaissance pour savoir, pour dire s'ils étaient normaux ou pas, mais simplement ils étaient présents. Et moi, ça m'embêtait. Donc je me suis dit, il faut que je sois à même de trouver une solution peut-être à ce problème. Et en fait, j'ai eu un déclic à un moment où je me suis dit, et si je faisais comme ça ? Et à partir du moment où j'ai eu ce déclic, je me suis dit, en fait, si ça peut fonctionner, il faut que j'y aille. Et c'est aussi un côté important de l'innovation, c'est que en fait, c'est une inconnue. L'innovation est une inconnue complète. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si ce qu'on veut faire du coup va fonctionner. On ne sait pas du tout si ça marche. Vous parliez tout à l'heure justement de pas mal d'essais. Ça a fonctionné des fois, ça ne fonctionnait pas d'autres fois. Je pense qu'il y a un rapport en fait avec l'inconnu qui est très intéressant dans l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut, on va dans un terrain qui est littéralement inconnu. Personne ne l'a jamais emprunté. Il n'y a pas de documentation sur ça. Personne du coup ne propose ça. Tout le monde en fait suit sa propre direction et à juste titre. Et effectivement, c'est en voyant toutes les directions qui sont prises, quel que soit le sujet, qu'on peut être à même de se dire, et si je prenais moi cet angle-là, qu'est-ce que ça ferait ? Comment est-ce que je peux prendre cette chose sous cet angle-là ? Et c'est à partir du moment où j'ai vu en fait cet angle disponible, où je me suis dit, en fait, faut que j'y aille. J'avais pas forcément toutes les connaissances, j'avais pas forcément toutes les capacités, mais en fait, c'est cette idée qui m'a vraiment animé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu l'idée et une fois que j'ai eu la conscience, enfin une certaine forme de conscience de me dire c'est peut-être possible, en fait je me suis dit il faut que je le fasse en fait, il faut vraiment que je le fasse. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé, c'est-à-dire que je suis vraiment littéralement parti de zéro concernant cette technologie, concernant les connaissances. Je suis parti pratiquement vraiment de zéro. Et en fait j'ai toujours fait petit pas par petit pas. Je voyais un énorme objectif devant moi, un énorme mur, et je me suis dit en fait il faut que je le fasse par étapes. Qu'est-ce que je peux faire du coup pour continuer un petit peu plus ? Qu'est-ce que je peux faire pour aller un peu plus en avant ? Et en fait c'est un peu comme débroussailler, quoi. C'est aller un petit peu plus de l'avant, trouver des étapes, trouver du coup, là j'ai un gros gap, comment est-ce que je peux faire ? Là j'ai un fossé, comment est-ce que je peux le traverser ? Du coup, est-ce que si je fais ça, ok, du coup je peux aller un peu plus loin. Et en fait, ça a toujours été un processus en fait un processus en fait de littéralement, je pense que c'est aussi ce qu'on appelle la recherche et développement, c'est littéralement ça l'innovation. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, on a un but, on a une destination, mais on ne sait pas comment y aller. C'est comme si on devait aller à Berlin, mais on n'a pas de GPS. On va essayer du coup de se débrouiller avec les panneaux, etc. Il faut qu'on trouve quelque chose pour aller plus loin en fait. Il faut qu'on s'y rapproche. C'est ça le but. Et là d'ailleurs, vous avez identifié des verrous technologiques, 4 verrous technologiques pour justement ces différents points d'étape. Et vous avez, il y a des investisseurs qui vous suivent. Ça aussi, ça conforte dans son idée ?
Alors précisément, puisqu'en effet, quand on part de quelque chose qui n'existe pas et qu'on veut le créer, forcément c'est un peu l'utopie. C'est littéralement une utopie, c'est-à-dire qu'on va suivre quelqu'un pour une idée. Alors il y a beaucoup de personnes justement qui proposent ça. Quand je pense à l'entreprise Tesla, pour ne pas citer forcément Elon Musk qui est arrivé après, mais c'est vrai que c'était une idée de proposer une voiture. Vous avez travaillé chez Tesla, je l'ai J'ai aussi travaillé chez Tesla effectivement avant de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça m'a apporté pas mal d'expérience entrepreneur, pour le coup. Malgré effectivement le travail de salarié, il y avait un vrai travail sur l'entreprise, sur comment vivait l'entreprise, sur comment ça fonctionnait, qui a été très intéressant pour moi, qui a été très enrichissant en termes d'expérience. Savoir prendre des risques, savoir pourquoi le faire. Et juste oser en fait. Pour le coup, je fais un petit aparté sur Tesla, mais ça permet effectivement à n'importe quel employé en fait de oser. Si on trouve qu'il y a quelque chose qui peut être fait plus simplement, autant le faire et autant le proposer, autant en parler. Littéralement, Elon Musk, il y a une boîte mail qui est disponible. Si on a la moindre suggestion, on peut lui envoyer et puis en fait après il la prend en compte ou pas. Mais l'idée c'est qu'on peut littéralement en fait proposer ses idées. C'est un peu dans un système d'entreprise. D'ailleurs, c'est pas forcément pyramidal, c'est vraiment un rectangle. C'est-à-dire que tout le monde a la capacité en fait d'aller voir d'autres personnes, d'autres services. Si par exemple j'ai besoin, je sais pas moi, d'une suggestion auprès d'un ingénieur ou quoi que ce soit, j'ai la possibilité dans cette entreprise justement qui est dite innovante d'aller contacter cette personne en fait pour faire part, on va dire, soit de ma découverte, soit de ma demande, soit quoi que ce soit. Mais effectivement, c'est ça qui, je trouve aussi est intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Je sais pas, là, on peut parler littéralement de n'importe quelle grosse entreprise américaine. C'est tout. Ce n'est plus vraiment pyramidal comme on pouvait le connaître avant avec justement le grand CEO, les directeurs généraux, etc., etc. C'est vraiment en fait toute une équipe vers un but commun. Et c'est ça en fait qui est le plus important, c'est pourquoi on le fait en fait. Et c'est ça aussi qui, je pense, m'a permis d'apporter du sérieux aux investisseurs aussi à qui j'ai présenté le projet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont dit d'accord, c'est très bien la technologie, mais pourquoi le faire ? C'est littéralement pour ça en fait que je veux le faire. C'est la raison pour laquelle il faut que ça existe. C'est la raison pour laquelle je veux mettre ça en avant. C'est la raison pour laquelle je veux passer énormément de temps et toute mon énergie pour effectivement faire cette innovation. Je pense que ce qui drive l'innovation, ce qui permet vraiment d'avoir ce but et de s'en tenir, c'est de se dire pourquoi on fait ça en fait. C'est littéralement se poser la question, mais pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce que je fais de ma vie, mais pourquoi je le fais ? C'est pour ça que je le fais, c'est comme ça qu'on va aller justement vers cette direction. Et c'est comme ça que les gens aussi vont pouvoir nous suivre. Donc en effet, précisément dans mon cas, au niveau du coup des investisseurs à qui on a présenté le projet, ce sont des investisseurs, ce sont des particuliers et puis des entreprises, j'ai édité ce qu'on appelle un livre blanc, c'est-à-dire un document où je présente ce que je veux faire, quels sont les produits et services que je veux mettre en place. Effectivement, une fois que c'est présenté, les personnes sont soit intéressées par notre idée et nous suivent, soit ils ne nous suivent pas. Mais effectivement, au moins... Il faut être à même de présenter quelque chose en disant voilà mon idée, voilà comment je compte m'y prendre. Il y a énormément d'inconnus, mais voilà comment je compte m'y prendre malgré tout. Et c'est soit vous me suivez, soit vous ne me suivez pas en fait. Et l'idée étant que c'est pas le but n'est pas de trouver toutes les personnes. Le but est simplement d'avoir suffisamment de personnes derrière soi pour aller de l'avant. Ça aussi, je pense, c'est un point important. Davy, de l'idée à l'innovation, il y a eu un déclic aussi ? Ouais, en fait, déjà, j'apprécie beaucoup la vision des choses qu'a Tony, parce que je trouve que ce que je retiens de ce qu'il nous dit, c'est que le passage à l'action paye toujours. Et effectivement, c'est très intéressant ce passage à l'action. Moi, par exemple, c'est ce qui m'a manqué au début, notamment. J'avais beaucoup d'idées. J'ai toujours beaucoup d'idées, j'ai 1 milliard d'idées. Le souci, c'est que ces idées, faut pas tomber dans le piège de tomber amoureux de ces idées. Parce que des fois, on peut y consacrer une énergie à y penser, les repenser d'une manière différente. Mais si on passe pas à l'action, ça sert à rien, c'est de l'énergie de perdue. Et c'est ce qui m'est arrivé notamment au début. J'avais une super idée de projet. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et finalement, j'en ai jamais rien fait. Alors peut-être parce que j'avais pas assez de capacité pour entreprendre, justement, pas assez de réseau, pas assez de personnes. Je savais pas comment y prendre. Mais ensuite, quand j'ai commencé à passer à l'action, alors sur d'autres projets, puisque ce projet a été abandonné, mais sur d'autres projets, effectivement, il a fallu à un moment donné passer à l'action. Et c'est ce passage à l'action qui a été bénéfique, parce que même si, pour le coup, sur cette deuxième idée, ce passage à l'action, c'est caractérisé par un échec, il m'a appris aussi beaucoup de choses. Et moi, vraiment, sur l'aspect déclic, pour transformer son idée vraiment en innovation, je trouve que j'apprécie beaucoup une pensée américaine qui dit « thinking out of the box », ça veut dire penser en dehors des standards, penser en dehors de ce qui existe déjà.
parce que c'est bien d'avoir une idée, c'est génial. Maintenant, forcément, à moins de tomber sur la chose qui n'existe pas et personne ne fait pareil, bon, ben, c'est vrai qu'on a déjà quelque chose à mettre en avant. Mais souvent, quand même, on a un secteur qui peut être concurrentiel. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'innover, justement? C'est essayer de penser à ce que les autres n'apportent pas quand ils proposent une solution. Et je pense que Tony sera aussi d'accord là-dessus. Des fois, il y a des technologies sur lesquelles on a envie de se pencher, ou un service, sans parler de technologie. Est-ce que ce service, quand les concurrents le proposent, est-ce qu'il y a des problématiques qui ne sont pas résolues? Et si oui, peut-être que moi, je peux me glisser dedans pour apporter mon service, mais qui répond aussi aux problématiques qui existent déjà. Et c'est en ce sens-là aussi qu'on arrive peut-être à se mettre en place sur un marché qui existe déjà, avec une idée, une approche qui est différenciante, parce qu'elle contourne les standards finalement de l'activité. Et c'est ce qui m'a aidé aussi finalement à concrétiser beaucoup d'idées. Et dernière chose aussi que je rajouterais, c'est vraiment aussi se faire accompagner correctement par les bonnes personnes. L'importance aussi du réseau, de travailler avec des associés sur qui on peut compter. Moi, je suis rien sans les autres, je suis rien sans mon associé, je suis rien aussi sans les salariés qu'on a pu embaucher, parce que tout seul, on n'arrive pas à grand-chose aussi. Et pour qu'une idée se concrétise, il y a besoin de moyens. Alors, ça peut être des moyens financiers, mais comme cela a été dit, ce n'est pas le cas de tout le monde ne les a pas. Donc, il y a aussi des moyens humains, il y a aussi des moyens techniques qu'on peut mettre en place. Et pour moi, c'est toutes ces choses-là qui, une fois qu'elles sont articulées autour d'une idée qui se différencie, c'est ça qui arrive vraiment à mener une innovation qui vraiment peut marcher. Et je me permets de rajouter quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ce que tu disais et qui pour moi a été mon cas, c'est de parler de son idée. Il faut absolument parler de son idée. Je pense que si on a une idée et qu'on veut la concrétiser aussi... On risque pas de se la faire piquer? Alors justement, il y a beaucoup cette... pour moi, j'en ai eu peur aussi. Et forcément, on peut en avoir peur. Et effectivement, il y a d'autres personnes où on peut se dire, du coup, elles vont prendre mon idée et puis elles vont partir avec et elles vont monter le truc. Mais effectivement, il faut quand même en parler parce que ça permet tout simplement aussi de se positionner en tant qu'autre. Par exemple, je ne sais pas, comme Davy en parlait, il y a un service par exemple qui ne me plaît pas, j'ai besoin d'avoir quelque chose, ça ne me correspond pas comme produit, ça ne me correspond pas comme service. J'ai trouvé une faille, j'ai trouvé quelque chose que je veux innover, sur lequel je veux innover. J'ai envie de proposer ça. Faut déjà que je sache si mon ressenti est le même aussi est partagé par d'autres personnes. Et ces autres personnes, dans tous les cas, elles ont aussi leur vie. Elles ne vont pas tout simplement se dire je vais tout quitter, je vais faire ton truc. Il y a très peu de chances que ça arrive, malgré tout. Et l'idée étant que si en plus de ça, on arrive à avancer, nous, à faire des petits pas, on a déjà en fait pris de l'avance sur potentiellement les autres à qui on a pu parler de cette idée. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai commencé vraiment à parler de cette idée, j'ai plus de gens en fait qui m'ont rejoint que de gens qui m'ont laissé tomber ou qui ont voulu partir eux de leur côté. Au contraire, j'ai eu plus de gens qui ont suivi un petit peu mon idéologie, qui ont suivi un petit peu mon délire concrètement sur cette idée. Et c'est ça qui m'a beaucoup apporté. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup apporté. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, l'idée de la technologie que j'ai, effectivement, elle peut être copiée. Il y a des gens qui peuvent en effet avoir des solutions. Mais j'ai cette chance-là d'avoir pu déjà faire beaucoup d'années de recherche sur précisément ce que je veux faire et pourquoi je veux le mettre en place. Donc, ce que je sais pertinemment, c'est que tant qu'eux, ils n'ont pas fait un travail que moi j'ai pu faire avant, ils ne pourront pas arriver forcément au même résultat. Ils pourront proposer certes quelque chose, mais dans tous les cas, je pense que ce que j'ai sera meilleur, puisque effectivement, j'y pense d'une façon, j'espère, différemment. Donc, j'ai pas peur. Et notamment, pour parler justement de cette peur, je peux même confirmer que j'ai été, qu'en tant que start-up, j'ai été finaliste effectivement dans un événement de blockchain international à Dubaï, où j'ai dû présenter mon projet effectivement devant des centaines d'investisseurs qui, je pense, ont un portfolio qui est juste impressionnant, où j'ai rencontré effectivement des très très bonnes personnes. Ces personnes-là n'ont pas encore volé mon idée, n'ont pas encore effectivement pondu de leur côté effectivement ce concept. Mais au contraire, par contre, ils m'ont donné des clés, ils m'ont donné des contacts, ils m'ont permis de prendre aussi qu'il y avait des gens qui existaient, qui pouvaient être là du coup pour m'aider, des gens qui pourraient être intéressés à rejoindre le projet. Et en fait, je pense que là aussi, c'est une pensée française. C'est-à-dire que quand on est aux US, par exemple, on parle souvent des États-Unis puisque c'est là où le succès ne fait pas peur, où le succès est bien regardé. Là, en France, si on est quelqu'un à succès, c'est du coup, tu as invité les gens, tu as fait quelque chose. Voilà. Le succès est assez mal vu en France, en fait. Donc, et l'échec et le succès en France. Malheureusement, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on va suivre effectivement une norme, on va suivre un petit peu du coup un parcours, mais au final, tout le monde est différent et tout le monde a besoin de s'émanciper à un moment donné. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ces idées, il faut savoir les concrétiser, il faut savoir aussi en parler, et il faut savoir être accompagné. Et malheureusement,
si on n'a pas ça dans l'ordre, on ne peut pas en fait avancer. On ne peut pas concrétiser quoi que ce soit. Si on est tout seul, c'est très très dur quand même de faire quelque chose. Ou même, admettons, on a un produit qui est génial. Qui va acheter mon produit si j'en parle pas? Je veux dire, c'est ça aussi malheureusement la conclusion bête et méchante, c'est que dans tous les cas, il faut que j'ai des personnes qui soient intéressées. Et il faut que je sache pourquoi elles sont intéressées, si elles peuvent être intéressées, comment est-ce que je peux améliorer mon produit si elles sont intéressées, et qu'est-ce qu'elles pourraient du coup m'apporter en plus. Bref, il y a tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, c'est avoir l'idée, pouvoir être à même de la concrétiser, pouvoir en parler et être accompagné. L'accompagnement aussi, pour passer de l'idée à l'innovation, votre déclic, il s'est fait comment et comment il se perpétue, disons, au sein de l'entreprise? Moi, je pense principalement en fait à la persévérance. En fait, pour moi, c'est un binôme avec innovation parce que à partir du moment où on a une idée, oui, c'est très bien, mais en fait, c'est un parcours à obstacles et il y en a tout le long. Que ce soit de part, en fait, déjà être capable de concrétiser son idée, ensuite chercher les financements, avoir les premiers prototypes. Et en fait, quand on pense qu'on y est arrivé, on se rend compte qu'on a fait même pas la moitié du chemin parce qu'il faut convaincre. Donc quand est-ce qu'on sait qu'on est arrivé? Peut-être quand on a gagné sa vie. Mais on ne le sait jamais. Je pense déjà les premiers succès, bien sûr, confortent. Mais à partir du moment où on y a pris goût, on continue à innover tous les jours. Donc c'est un processus continu. Vous parliez de votre deuxième idée. Merci. Oui, non, de votre deuxième idée et que vous portez depuis 15 ans. Non, je ne vais pas parler du produit parce qu'en fait, je n'étais pas venu pour ça. Non, mais sans dire de parler du produit. Là, vous êtes persuadé que cette idée-là peut devenir une innovation. Qu'est-ce qui fait cette persévérance-là? Bon, alors, c'est point de vue innovation, je vais parler d'autre chose. Parce que l'innovation, pour moi, c'est, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est de faire le contraire des autres. Donc, je me souviens, quand j'ai écrit Recepieux, j'avais pris contact avec des professeurs des écoles de commerce qui m'avaient dit « Alors, attention, si vous choisissez votre nom, il ne faut pas mettre de R parce que c'est agressif. » Donc, moi, j'ai mis un R. Bon. Et puis après, on m'a dit « Le R, ça peut pas si vous exportez, ça ne peut pas se prononcer en chinois, il faut éviter. » Donc, j'ai inventé le mot pré-recépage avec 2 R. C'est formidable. Les Chinois, ils n'arrivent pas à le prononcer, donc ils s'entraînent, donc ils s'en rappellent. Après, on m'a dit, bon, attention, dans la gestion, le stock, ça coûte cher. J'ai fait la démonstration que c'est pas vrai, ça rapporte. Donc, pendant le moment du Covid, par exemple, quand tout le monde a fermé, moi, j'ai fait rentrer un maximum de stock pour dire, vous allez voir, quand ça va redémarrer, ça va être le bordel monstre. Bon, donc, moi, j'avais un stock pléthorique et pendant la période du Covid, j'ai reçu une commande énorme que j'ai pu livrer en 3 jours pour agrandir un laboratoire pharmaceutique pour le Covid. Bon. Et donc, j'ai jamais pour le vaccin. Ça, c'est l'innovation également, c'est de penser autrement. Et comme j'exporte dans le monde entier, puisque j'ai même une agence en Nouvelle-Zélande pour la partie Océanie, je fais 60% de mon chiffre d'affaires à l'export, eh bien, je me sers de la langue française pour exporter. C'est le meilleur vecteur pour exporter, parce que quand vous servez de la langue française, même si je parle anglais, mais je refuse de parler anglais depuis qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc, hein, donc c'est pour vous dire. Moi, je me sers de la langue française comme vecteur pour exporter, tout simplement parce que je me suis aperçu que la langue française, quel est son vecteur? C'est celle qui transporte pour le Champagne, pour le château de Versailles, pour Christian Dior, etc. Et donc, avec la langue française, vous avez apporté votre produit tout de suite la notion d'excellence. Donc, du coup, vous ne perdez pas de temps à expliquer que votre produit est meilleur que les autres, il est forcément meilleur. Donc, vous économisez tous les commerciaux. Ensuite, derrière, comme si vous êtes dans l'excellence, on ne discute pas votre prix. On ne va pas marchander une robe chez Christian Dior, ça ne se fait pas. Donc, vous évitez tout le marketing, etc. Et donc, là-dessus, votre produit, il est dans l'excellence. Et donc, vous avez déjà supprimé la concurrence avant qu'elle commence à réfléchir à venir. D'accord ? Et puis après, donc, vous êtes sur place. Et puis, par contre, si vous utilisez les anglicismes, chez nous, les anglicismes sont interdits. Il n'y a aucun mot d'anglicisme. On ne dit pas un email, on dit un courriel chez nous. Hein, c'est tout comme ça. Eh bien, par contre, quand vous utilisez les anglicismes pour vendre votre produit, vous affichez votre produit avec la notion des anglicismes, c'est-à-dire McDonald's. Donc, votre produit, il est dans la catégorie des médiocres. Alors, vous dépensez une énergie folle à expliquer que vous êtes moins médiocre que les autres. Puis après, il va falloir vous battre pour dire pourquoi vous êtes plus cher que les autres médiocres. Donc, moi, j'économise tout ça. Ce qui fait qu'on arrive à faire 1 million de chiffre d'affaires avec 60% d'export sur les 5 continents avec 3 personnes.
Et sur la question de la longévité, de la persévérance, comment, ça fait 20 ans le brevet 23. 23. Comment vous tenez le cap? On parlait tout à l'heure d'étapes intermédiaires, par exemple. Comment vous gérez cet état d'esprit-là sur la durée, finalement? C'est simple, je suis naturel. Donc, ce sont des traits de caractère. Il faut des traits de C'est d'ailleurs pour ça caractère. que l'Éducation nationale m'a demandé de laisser tranquille, parce que je pensais des questions à la con. Par exemple, quand j'avais 8 ans, je posais la question pourquoi en grammaire, il y a du plus que parfait et de l'imparfait, qu'il n'y a pas de parfait. Bon, voilà. Donc, on disait tais-toi et apprends. Bon, j'ai pas appris, je suis parti. Enfin, on m'a foutu dehors, quoi. Voilà. Donc, c'est ma nature. Et puis, comme quelqu'un disait qu'il n'y a pas de verticalité, chez nous, chez RECPE, il n'y a pas de hiérarchie. Je ne suis pas le patron. Je suis le patron dans le sens que, étymologiquement, le patron, c'est celui qui tient le patrimoine, et puis le patron, c'est le modèle. Mais quand on parle des grands patrons, je ne sais pas s'ils font 1,90 m, j'en sais rien, mais ils ne sont ni des propriétaires, ni des modèles. Donc, c'est une usurpation de titre. D'accord ? Donc, chez nous, il n'y a pas de hiérarchie. Donc en fait, comme je ne sais rien faire, parce que moi j'appelle les pompiers pour changer une ampoule, donc j'essaye de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi, de telle sorte que j'ai rien à faire. Voilà. Donc en fait, quand moi je descends à l'atelier pour donner un coup de main, parce que je peux être l'intérimaire de luxe si vous voulez, ce matin j'étais dans l'atelier là pour expédier, j'ai 6 remorques à expédier en Grande-Bretagne parce qu'on a enlevé le marché du TGV entre Londres et Birmingham. Il y a 400 km de voies, j'en ai pour 3 ans à livrer en permanence. Alors il a fallu que je donne un coup de main à l'atelier. Quand je suis à l'atelier, c'est mon collaborateur qui lui est le patron qui me dit voilà, vous allez aller faire cette palette, allez faire ci. Donc je fais la palette, c'est très reposant. Donc là aussi, l'importance de savoir bien s'entourer quand on est sur des idées et des entreprises innovantes. Il faut être conscient de sa valeur, c'est-à-dire que moi je suis conscient de ma valeur parce que je ne sais rien faire, donc c'est vite vu. Donc vous savez bien vous entourer du coup. Comment ? Oui, depuis toujours. Parce qu'en fait, je vais vous dire un petit secret, parce que je suis un peu particulier. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, mais je suis Asperger. Alors, il y en a qui savent ce que c'est qu'un Asperger. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Asperger, c'est partie de la famille des comment ça s'appelle ? Des autistes, mais ça ne se voit pas, ça s'appelle l'handicap invisible. Et en fait, la particularité de ces gens-là, c'est qu'ils sont souvent rejetés parce qu'ils pensent différemment des autres. Mais c'est ça mon succès, je pense autrement. On pense comme ça, je pense le contraire. Et puis c'est tout, c'est simple. On vient d'entendre 4 témoignages d'entrepreneurs sur comment passer de l'idée à l'innovation. Vous, un entrepreneur qui aurait envie de se relancer, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, certains partent ensuite plus vers le salariat, d'autres veulent reprendre une activité. Comment ces déclics-là, vous pouvez les accompagner finalement ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on met en place effectivement une équipe pour travailler avec eux. Et puis, dans cette équipe, il y a un parrain qui va être du côté business. Donc, on essaye de faire un matching entre l'expertise du parrain et la demande de l'entrepreneur. Et on a autour un réseau d'experts qui va travailler sur la partie légale. Donc, on a des avocats, on a des experts comptables, on a des gens qui sont experts dans le marketing, des gens qui sont experts dans les ventes. Et on va les aider sur la dynamique de créer leur activité. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on aime les suivre derrière. C'est-à-dire que quelque part, lorsqu'un entrepreneur a décidé de créer quelque chose, on va continuer à le suivre. Il va être l'ambassadeur aussi de l'association parce que c'est important qu'un entrepreneur qui a rebondi puisse parler de ce qui s'était passé pour lui et partager avec les autres entrepreneurs. Et donc, c'est ce qu'on met en place pour les aider. Et là, vous êtes devant un parterre d'étudiants. Vous avez évoqué tout à l'heure le programme national. Ça veut dire que les lignes bougent concernant l'échec, le rebond, etc. Les lignes bougent en France puisque apparemment, aux États-Unis notamment, c'est presque bien vu d'avoir échoué. Ça veut dire qu'on a essayé. Oui, tout à fait. En fait, la différence qu'on voit par rapport à la réaction du marché, et essentiellement auprès des financeurs. Aux États-Unis, quelqu'un qui va demander un prêt ou qui va demander en fait un investissement des financeurs, s'il n'a pas eu d'échec avant,
va avoir plus de mal en fait d'avoir cet emprunt ou ce prêt ou ce support que quelqu'un qui a déjà eu 2 ou 3 échecs, parce qu'il n'a pas appris, parce qu'il n'a pas compris de ses erreurs et qu'il ne va pas recommencer les mêmes erreurs. En France, c'est pas pareil. En France, jusqu'en 2013, un entrepreneur qui avait fait faillite était inscrit au niveau d'un registre à la Banque de France, et tous les banquiers en fait français avaient accès à cette information. Depuis 2013, heureusement, ça a changé. C'est ce qu'on disait, c'est en train de changer, puisqu'effectivement, seuls les entrepreneurs qui ont eu des dépôts de bilan frauduleux sont inscrits. Donc, quelque part, il y a moins d'ostracisme par rapport à cet entrepreneur qui a pu avoir un échec. Et puis, on s'aperçoit aussi que c'est en train de changer. Et dans le cadre du programme que l'on a au niveau national, on est en train de travailler avec les universités, avec les écoles. Et en particulier avec l'université Savoie-Mont-Blanc, on est en train de travailler sur des modules qui seront disponibles pour les professeurs sur 2022-2023. Où il va y avoir un module qui va être un atelier orienté changer le regard sur l'échec, en relation avec l'innovation. Et il va également y avoir un module qui va être un module de formation en amphi ou en webcast, si malheureusement on est obligé de passer en webcast, qui va être orienté autour de cette dynamique-là. Comment on explique ce changement d'état d'esprit ? Ce qui se passe, c'est-à-dire que on s'aperçoit d'une part que, quoi qu'on en dise, il y a une influence qui est significative au niveau, je dirais, industriel, business des États-Unis sur le monde entier. Et il y a de moins en moins de sociétés américaines ou de sociétés françaises. Il y a plus de sociétés internationales. Donc, quelque part, la culture est échangée entre ces différentes structures. Quelque part aussi, les nouvelles générations qu'on a ici, en fait, ont aussi une dynamique de compréhension de l'échec qui est différente. On a entendu, ils ont tous dit, ben oui, effectivement, j'ai un parrain qui, pour l'instant, a de la chance. On croise les doigts. Mais les autres ont dit, oui, on a forcément eu des échecs quelque part dans notre dynamique de création et de recherche de l'innovation. Et c'est ce qui fait qu'on est meilleur après. Et donc ça, c'est quelque part aussi quelque chose qui est reconnu. Ensuite, il y a tellement d'exemples d'échecs qui ont abouti à des solutions innovantes et spécifiques. L'ingénieur chez 3M qui a découvert la colle du post-it, il cherchait une colle extra forte. Bon, quelque part, il s'est un petit peu planté puisqu'il a trouvé une colle qui n'est pas forte du tout et qu'on peut réutiliser, etc., etc. Et donc, cette dynamique-là, et en plus, avec les réseaux sociaux, la communication existe. On voit bien que c'est quelque chose qui est maintenant répandu à travers le monde et à travers les différents systèmes. Est-ce que vous embaucheriez quelqu'un justement qui a connu l'échec ? On parlait tout à l'heure de traits de personnalité pour être persévérant. Donc, est-ce que vous embaucheriez quelqu'un qui a connu l'échec dans vos entreprises respectives ? Et quels traits de caractère vous recherchez en fait quand vous ouvrez vos portes ? Je peux parler de mon cas personnel parce que c'est vrai que j'ai rejoint Rotul en tant que directeur financier. Pour autant, effectivement, je venais de liquider une société dans l'édition, donc il n'y a rien à voir avec le monde industriel. Et c'est ça, en fait, qui a fait le déclic avec le fondateur de Rotul. C'était mon attitude et l'effet que j'avais eu le courage, en fait, de me lancer dans une activité que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. J'avais eu un échec et j'avais la bonne attitude. Je ne vais plus rebondir. Et c'est quoi la bonne attitude, du coup ? C'est d'apprendre, en fait, de prendre la hauteur, de se dire, effectivement, je me suis trompé quand j'ai fait ce choix, ce n'était pas le bon. La prochaine fois, je ne referai pas la même erreur. Et il s'est dit, effectivement, il ne connaît pas la comptabilité. Par contre, j'ai besoin de cette attitude pour mon activité. Donc, il m'a dit, rejoins-moi. Je ne recrute que des gens qui ont eu des échecs. Parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant, parce que ça s'appelle l'apprentissage par l'échec. Donc, il se trouve, par exemple, j'ai un collaborateur qui fait tout, puisque moi, je suis patron, je ne fais rien, dans la boîte. Au départ, j'avais pris, comme c'était pour l'export, j'avais pris un cabinet de recrutement qui m'a présenté que des gens qui sortaient des écoles de commerce. Bon, je les ai tous éliminés. Et puis, j'ai pris un gars qui avait un master, mais un master d'histoire médiévale.
Par contre, il parlait 4 langues. Et puis, dans son cursus, il avait commencé par travailler chez Google en Irlande. Il y était resté 3-4 ans. Puis il était parti. Je lui ai posé la question pourquoi il avait quitté Google, parce que c'était le paradis terrestre. Et puis il m'a dit oui, mais c'est le paradis terrestre quand vous y rentrez, mais si vous vous apercevez qu'après coup, c'est la même porte que pour l'enfer. Donc j'ai vite quitté Google avant de rentrer dans l'enfer. Je suis allé en Espagne, et puis donc là, il parle espagnol, bien sûr. C'est un Italien de naissance, bref. Et puis là, il a quitté au bout de 3 ans parce que c'était l'enfer. Et puis il est rentré chez moi en se disant bon, je suis au chômage, il faut que je fasse un petit boulot. Puis maintenant, il veut plus partir, hein, parce qu'il m'a dit je rentrerai plus jamais dans une grosse boîte. Hein, c'est foutu, hein, c'est fini. Hein. Voilà. Ça, c'est un exemple. J'ai recruté. Ça y est, Elodie, là, il y a moins d'1 mois maintenant, c'est personne qui est en reconversion, elle a eu une autre vie avant, etc. Donc, elle a vécu, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Nous sommes en train de recruter, on cherche depuis longtemps un ingénieur génie civil spécialisé dans les fondations profondes qui a travaillé à l'export. Bon, on reçoit des candidats, donc 90% ce sont des étrangers, c'est curieux, il n'y a pas de Français qui nous répondent, je ne sais pas pourquoi. Mais on les élimine parce que c'est tous des gens qui ont fait des études. Mais moi, j'aimerais bien, c'est les gars qui étaient dans la boue avec les bottes. Parce que celui qui est sorti Parce que j'aime bien la phrase de Gaston Lagaffe. Il disait la théorie, c'est quand on sait tout, mais il n'y a rien qui marche. Et la pratique, c'est quand tout marche, on ne sait pas pourquoi. Bon, moi, c'est cela que je cherche. Voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on recrute beaucoup, à peu près 5 personnes par mois. Et vous me disiez que c'était compliqué. C'est très compliqué. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on recrute des collaborateurs qui ont connu des échecs ? Je dirais que la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. J'ai bien aimé le point de vue de Nicolas sur l'attitude. Parce qu'il y a 2 façons de réagir à un échec. On prend un sportif de haut niveau qui se blesse. C'est soit il se sert de ça pour se renforcer musculairement parlant et pour devenir vraiment une bête en travaillant, et après il va tout casser et il va être recruté par les meilleurs clubs. Soit il se laisse aller, et on a vu déjà plusieurs stars qui, après s'être blessés, on ne les revoit plus du tout. Donc moi, je suis très attentif aussi à l'attitude que peut avoir une personne. Quand elle me présente son CV, déjà, moi, je ne regarde pas la partie études, ça ne m'intéresse pas, parce que souvent, les études, on les subit. Quand on est en âge de prendre une décision pour choisir une filière, souvent, on la prend un peu par dépit. Enfin, c'est mon avis. Et je dis souvent, je ne dis pas systématiquement. Mais souvent, on la prend un peu par dépit parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'a pas eu assez de... On ne nous a pas assez informés sur tout ce qui peut se faire en termes de travail. L'entrepreneuriat, on n'en parle même pas, ce n'est pas enseigné, à mon grand regret. Et on va nous proposer différentes filières. Bon, on en choisit une, elle a l'air d'être un petit peu plus intéressante, mais on y va au feeling. Et souvent, on se rend compte que 5 ans ou 10 ans après, les personnes ne travaillent plus du tout dans le domaine... dans lequel elles ont pris des études. Je ne devrais pas dire ça parce qu'on est à l'université. Mais... J'allais placer un mot, j'attendais la fin. Non, mais encore une fois, effectivement, des fois, il y a des métiers bien spécifiques, on va attendre des compétences qu'on peut apprendre que sur les bancs de l'école. Et votre présence, elle sert aussi à ça. Voilà. mais justement, moi, souvent, pour revenir à mon idée, j'ai lu de cette partie, sauf quand je vois qu'une personne s'est reformée par la suite. 2-3 ans après la fin de ses études, hop, elle a choisi finalement de se former là-dedans. Ou nous, on a beaucoup de personnes qui postulent chez nous sur des jobs de commerciaux ou d'assistants administratifs, etc., qui 5 ans, 10 ans, 15 ans après leurs études, se sont reformés, ont choisi de se reformer dans tel domaine. Là, ça traduit vraiment une intention. Et s'ils ont pu connaître un échec, parce que du coup, leurs études, peut-être que c'est un échec, ou des expériences qu'ils ont pu vivre ont pu être un échec, au moins, ça traduit aussi une force de caractère et quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire. Voilà, c'est ça que je vais regarder. Et d'ailleurs, la question que je pose tout le temps en entretien d'embauche, c'est à travers vos expériences que vous avez marquées ici sur votre CV, comment est-ce que vous expliqueriez qui vous êtes ? C'est-à-dire, à travers tout ce que vous avez pu vivre en termes d'expérience, quelles sont celles qui vous ont marqué et comment vous comptez vous en servir pour aujourd'hui vous épanouir dans votre travail. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et finalement, que la personne ait fait Bac+5, Bac+3, Bac-3, comme il pouvait être dit, honnêtement, j'en ai rien à faire moi-même. J'ai pas d'études supérieures, donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je regarde. Mais par contre, il y a des qualités vraiment qui sont extrêmement importantes pour moi. 2 mots qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, d'ailleurs, même moi, au début, quand on me les a appris, je savais pas ce que ça voulait dire. C'est la pugnacité et la longanimité. Et ça, c'est des termes, si on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne peut pas les inventer. Vous irez regarder. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, la punacité, c'est vraiment être quelqu'un de tenace, de tenir bon face à des choses qui ne sont pas forcément marrantes.
Je prends l'exemple, ce mot, je l'ai pas appris tout On seul. vous l'a dit. Hein. Voilà, exactement, ça m'a fait marquer dans mon premier emploi. 3 mois après mon premier job, je commençais à en avoir sérieusement marre. Il y avait des tâches que je faisais qui m'insupportaient. Et j'étais à 2 doigts de me dire, bon, bah, je m'en vais, je cherche autre chose. Et là, j'ai une discussion avec mon directeur, qui ne savait même pas les questionnements que j'avais, hein, et qui m'a dit, bah, je te félicite, Davy, parce que tu es quelqu'un de pugnace. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il m'a dit, bah, voilà, même si c'est pas marrant ce que tu fais, alors peut-être qu'il avait une idée derrière la tête, mais il m'a dit, tu tiens bon, et ça, c'est une qualité que j'apprécie, et continue comme ça, tu verras, tu seras récompensé. Et ça m'a marqué. J'ai tenu bon. J'ai fait en sorte de rendre intéressant les tâches que je trouvais inintéressantes. Donc, en essayant moi-même de trouver un sens à ces tâches, en y mettant des indicateurs de performance, essayer de me challenger sur ces tâches. Et ça m'a permis en 4 ans d'évoluer dans l'entreprise, de passer par tous les postes. Et c'est ce qui m'a donné aussi une connaissance que je peux avoir aujourd'hui. Et la deuxième qualité, la longanimité, c'est la patience dans la durée. C'est bien d'être patient, mais d'être patient sur du court terme, bon, qu'est-ce que ça apporte? La patience dans la durée, c'est ça le plus important, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, on va dire, de consommation, on veut tout de suite. Et le travail en fait partie maintenant, c'est devenu un bien de consommation, on consomme du travail, on postule à une offre d'emploi, on fait une semaine, un petit truc qui est trop dur, ou on n'a pas apprécié, peut-être un mot du manager, ou de ceci, de cela. Allez, on ne se présente pas le lendemain, et puis on cherche autre chose. Et ça, c'est des valeurs qui se perdent un petit peu, et ces 2 qualités, si on les travaille, ça peut vraiment être énormément bénéfique pour une personne qui veut progresser dans une société, et même ensuite entreprendre, parce qu'il y aura besoin de ces qualités-là. Tony, quel profil vous embauchez, vous? Écoutez, c'est une question très intéressante. Moi, j'ai eu la possibilité de recruter qu'une seule personne aujourd'hui, et je suis ravi de mon choix. C'est une personne qui n'avait pas forcément les compétences, c'est-à-dire qu'on appelle les hard skills en anglais. Et l'idée, c'est que par contre, j'avais repéré chez cette personne des soft skills. Effectivement, la différence entre les deux, je la trouve fondamentale maintenant que je l'ai comprise, puisque en effet, les hard skills, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est grâce notamment aux études. Si je fais des études de comptabilité, je saurais faire de la comptabilité, il y a de fortes chances. Par contre, les soft skills, ça ne s'apprend pas forcément. Ça peut s'apprendre, mais effectivement, les soft skills, c'est souvent de l'inné, en fait. C'est souvent, du coup, est-ce qu'on est capable de s'adapter à un nouveau milieu? Est-ce qu'on est capable, justement, d'aller plus loin? Est-ce qu'on est capable de prendre des initiatives? Est-ce qu'on est capable de chercher plus loin quelque chose? Et en fait, c'est les soft skills. Moi, ce qui m'intéresse dans un soft skills, ça rejoint un peu mon idée de tout à l'heure. C'est pourquoi cette personne veut faire ça? C'est pourquoi est-ce qu'il voudrait effectivement travailler pour moi? Ou pourquoi est-ce que j'aimerais du coup l'embaucher? En fait, c'est quand on explique à quelqu'un le pourquoi on veut, que ça a du sens en fait. En fait, on va donner du sens à une tâche. Je pense que c'est exactement comme ce que disait Davy. Il faut donner un sens à une tâche en fait. Si on se lave tous les matins sous la douche, pourquoi on le fait? On donne du sens effectivement à notre tâche. On la fait pas parce qu'on doit la subir. C'est pareil pour les études. Moi, j'ai fait justement aussi 2 parcours d'études qui étaient complètement différents. J'ai fait biologie, ensuite tourisme, qui n'a rien à voir en plus avec le domaine que je fais aujourd'hui. Effectivement, j'ai fait une année de licence bio, et au final, je me suis dit à la fin, mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est très intéressant, je trouve ça très intéressant ce que je fais, mais en fait, pourquoi je le fais? Je ne peux pas aller plus loin. C'est pour ça que je me suis dirigé vers un BTS tourisme, où là, je me suis dit pourquoi je le fais? C'est justement pour adapter mes capacités linguistiques, pour justement peut-être trouver un emploi effectivement dans ce domaine-là. Et là, aujourd'hui, pourquoi je fais cette société? C'est parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une idée qui fait partie justement du cadre de l'innovation. Et cette idée, j'ai envie justement de la voir vivre, en fait. J'ai envie de la rendre palpable. Et c'est le pourquoi, en fait, qui fait que j'avance. Et je pense que je peux adapter ça sur n'importe quelle situation de ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. C'est si je veux quelque chose, mais pourquoi je veux le faire? Et c'est ça, en fait, qui va me donner la réponse. Donc, concernant le recrutement, si j'ai choisi cette personne, c'est parce que, du coup, il voulait travailler. C'est-à-dire qu'il était intéressé par le domaine. Il n'avait pas forcément, encore une fois, toutes les compétences possibles, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Autant du coup le faire, surtout si tu es motivé à le faire, rejoins-nous avec grand plaisir. Et c'est plutôt la cohésion d'équipe, la cohésion justement de la parole, le fait justement d'avoir des idées qui ne sont pas forcément les miennes. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision très arrêtée, on va dire, de ce que je fais. Donc avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas du milieu, qui peut m'apporter quelque chose de complémentaire, c'est toujours bienvenu.
Donc c'est pour ça qu'en effet, même sur les futurs recrutements que je ferai, je pense que je ne serai absolument pas regardant sur les échecs que cette personne aurait pu connaître. Mais en effet, ça peut effectivement être une discussion intéressante et savoir du coup pourquoi vous avez fait ça, comment est-ce que vous le vivez forcément, et pourquoi vous voulez du coup revenir aujourd'hui dans un autre domaine, ou pourquoi vous voulez faire ça. Et je pense qu'en effet, l'échec peut donner expérience et surtout maturité. Maturité dans le sens où ça nous permet de voir les choses sous un autre angle. Ça nous permet d'entreprendre quelque chose, mais avec peut-être moins de stress aussi. Puisqu'en effet, il y a toujours aussi le stress du premier emploi, le stress de la première chose à faire ou quoi que ce soit. L'échec permet de se dire, en fait, oui, c'était pas si difficile que ça, en fait. Je peux aller plus loin, au final. Alors Nicolas, vous y avez déjà répondu, mais je vais poser la même question aux 4 intervenants avant de passer aux questions du public. Le thème du jour c'est affiché, c'est Yes You Can. Pourquoi se lancer? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants qui auraient une idée, qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure? Dominique? Je dirais, si vous voulez vous lancer pour gagner de l'argent, il ne faut pas y aller. Et s'ils veulent se lancer pour autre Parce chose? que gagner de l'argent, ce n'est pas un but, c'est une conséquence. J'ai des principes comme ça. Je dis par exemple, le savoir vendre, c'est savoir ne pas vendre. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un vendeur. Moi, j'appelle ça un escroc. Parce que ce n'est pas le client, ce n'est pas vous qui lui vendez, c'est le client qui a décidé de vous acheter à vous parce que vous avez su créer la confiance, parce que vous avez les compétences, parce que vous les connaissez, parce que vous lui donnez des bons conseils. Mais jamais vous lui vendez. Par exemple, le TGV, le chantier du TGV Londres-Birmingham que j'ai enlevé, les premiers devis que j'ai faits, c'était il y a 3 ans, mais on n'a pas fait de devis parce qu'on nous a demandé, on est resté des heures au téléphone pour discuter avec les concepteurs du TGV, pour discuter avec eux, comment ils allaient travailler, comment ils pouvaient s'adapter, comment ils pouvaient gagner du temps, etc. Et puis, on a fait des devis, plusieurs millions d'euros, mais c'était juste une idée pour voir un petit peu ce que ça représentait. Et puis, on n'a plus entendu parler de ça pendant 2 ans. Et puis, il y a 3 mois, paf, on a arrêté de recontacter pour préciser les devis, on a eu les commandes et ça y est, c'est parti. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai dit savoir vendre, c'est savoir ne pas vendre, mais la vente n'est pas un but, mais c'est une conséquence. Toujours parce que vous avez su créer cette chose-là, c'est que celui qui va acheter, il a décidé à un moment d'acheter parce qu'il a un besoin, parce qu'on ne crée pas le besoin, contrairement à ce qui se dit. On n'invente pas les besoins, ils existent, mais on sait y répondre ou pas. Voilà, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ceux qui veulent se lancer? D'abord, une première chose, tout le monde a parlé d'échecs, mais alors lui, il n'a jamais eu d'échec, mais le jour où il va en avoir un, ça va faire mal, je vous dis tout de suite. J'en ai déjà eu, mais j'en ai déjà eu évidemment des échecs. J'en ai même du coup au niveau de mon projet innovant, mais c'est juste que je n'ai pas eu d'échec, on va dire, en entreprise. Oui, mais ça va pas tarder. Merci. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est comme l'âge aussi. J'ai 70 ans et ça finit par arriver au jour. Mais ce que je veux dire également, c'est que il faut que vous acceptiez l'échec. Donc ça veut dire que vous sortez de l'école. Il ne faut pas dire, j'ai tel diplôme, je vaux tant. J'ai eu des cas extraordinaires. Il y a des gars qui se sont présentés. Ils sortaient de l'école, on leur pinçait le nez, il y avait du lait qui sortait. Et puis, quelle était leur prétention? Ils annonçaient un salaire qui était le double du mien. Bon, je leur ai dit, tu balayes la cour, on va voir ce que tu vaux. Donc, vous sortez de l'école, vous allez voyager, vous faites le tour du monde, mais pas avec l'argent de papa-maman, ça ne marche pas. C'est en cherchant des petits boulots, etc. Vous faites des petits boulots où là, vous acquérez de l'expérience en n'importe quoi, mais même en faisant la vaisselle, vous apprenez des tas de choses. Et c'est l'accumulant de différentes expériences. Moi, avant d'avoir créé ma boîte, pendant 20 ans, j'étais entre salarié et chômeur, j'ai à peu près tout cumulé, mais pendant les périodes de salaire, j'ai fait 20 boîtes différentes. Ça ne veut pas dire que je suis resté 20 fois 1 an, des fois je suis resté 15 jours. Mais toutes ces expériences où j'ai basculé entre le chômage, les petits boulots, décharger des camions, etc., j'ai appris, mais je me suis enrichi, pas financièrement, mais sur le plan d'expérience. Et c'est ce cumul des expériences qui font que, au moment donné où j'ai eu différentes idées, il y en a que je n'ai pas fait, puis quand j'ai eu celle-ci, j'ai dit, ça suffit de donner des idées aux autres qui nous les piquent, celle-ci, je la prends, je la monte pour moi. Et puis je me suis lancé, mais quand je me suis lancé, c'est comme si je m'étais jeté du haut d'une montagne sans parachute, en disant, je vais bien trouver la solution avant d'atterrir. Voilà. Merci. Eric, qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants qui hésiteraient à se lancer? Je crois qu'il faut dire oser, en fait, parce que dans tous les cas, ce que vous ne ferez pas, vous le regretterez. Donc c'est important. Les conditions existent, en plus de vous aider à oser. On en a parlé tout à l'heure avec les entrepreneurs.
Il y a aujourd'hui beaucoup d'organismes qui existent en France pour aider les gens à créer des entreprises. Et c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, vous osez, vous allez réussir, peut-être. Vous allez avoir quelques échecs, certainement. Mais dans tous les cas, vous aurez eu l'audace, vous allez avoir appris et vous allez pouvoir construire sur vos échecs. Et ensuite, à mon avis, ce qui est important également, c'est de dire n'est pas Isaac Newton qui veut. Et on s'aperçoit souvent que ce sont les équipes qui vont être innovantes et qui vont réussir. Et c'est rarement en fait une aventure personnelle, c'est toujours quelque chose qui se passe en équipe. Et c'est important aussi de savoir avec qui on veut fonctionner, la complémentarité des profils, et puis d'avoir envie d'oser. Ce que je disais tout à l'heure dans la dynamique d'échange, il faut avoir envie de fonctionner avec ces gens-là et envie de tenter, d'avoir de l'audace, de la persévérance et de la pugnacité pour pouvoir réussir. Et voilà ce que je pourrais leur dire. Davy. Moi, je dirais plusieurs choses. Déjà, ayez, enfin, si c'est une envie que vous avez, ou si c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais envisagé, mais vous sentez l'âme de quelqu'un d'entrepreneur, gardez-le en tête et ne le lâchez jamais. Ne passez pas trop vite à l'action, parce que des fois, on peut aussi on peut ne pas être prêt. Donc, soyez prêts déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'hésitez pas à vous former correctement. Aujourd'hui, vous êtes tous dans des cursus scolaires. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas dans la bonne voie? Peu importe. Ayez à cœur aussi de vous former dans quelque chose qui vous plaît. Et ce n'est pas incompatible avec ce que vous faites là aussi aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on est à une ère qui est fantastique, c'est qu'on peut se former aussi par d'autres canaux. Vous pouvez très bien prendre alors, je prêche pas pour ma paroisse. Centre de formation dématérialisé, voilà. par exemple. Non, mais il y en a énormément. Il y a beaucoup de sujets qui sont super intéressants et vous pouvez vous former en tout, sur toute plateforme. N'hésitez pas à le faire en parallèle de ce que vous faites aussi. Je sais que c'est un peu lourd, mais c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à le faire dans quelque chose vraiment qui vous plaît, qui a du sens pour vous. Ensuite, si c'est toujours pas le moment et que vous commencez à travailler, servez-vous de vos expériences professionnelles pour nourrir cette petite idée qui est toujours dans la tête. Quand vous travaillez, dites-vous, ça, ok, j'essaye de comprendre où je suis, quel maillon je suis dans l'entreprise, à quoi ça sert, les tâches que je fais, quelle est leur place dans l'engrenage de cette entreprise, quel impact ça a, où est ma place ici, et surtout soyez demandeurs de progresser, demandeurs de monter en compétences, demandeurs éventuellement de gravir les échelons pour avoir cette connaissance générale de l'entreprise. Faites-vous vraiment une expérience, soyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, patient, tenace, ne lâchez pas l'affaire, ne passez pas trop vite à autre chose aussi, c'est une idée qui est importante. Et puis surtout, entourez-vous des bonnes personnes. N'ayez pas peur de vous créer un réseau à travers déjà vos premiers employeurs, des collègues, un réseau professionnel. Et puis pour terminer sur l'idée de l'entrepreneuriat, on a parlé tout à l'heure des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, effectivement, ils ont pas peur de l'échec, c'est bien. Par contre, il n'y a qu'en France où il y a tous ces avantages pour vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a aucun autre pays qui le fait. Et ça, malheureusement, on en est très peu informé, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, etc. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas à regarder, même maintenant sur YouTube, sur Internet, il y a plein de personnes qui vulgarisent de manière très, très positive, savoir comment on fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en parallèle, encore une fois, de ce que vous faites. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, je vous conseille vraiment de ne pas lâcher l'affaire, de vous lancer, parce que franchement, l'entrepreneuriat, c'est un régal. Et c'est vraiment une philosophie de vie, c'est plus qu'un métier, c'est même pas un métier d'ailleurs, c'est un trait de caractère, une personnalité. Donc, je peux que vous encourager à la développer, à surtout pas la faire taire, et puis à y aller, à la développer, et puis lancez-vous, osez. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Et je suis complètement d'accord aussi avec ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Il ne faut pas faire ça pour l'argent. C'est pas le but premier, en tout cas dans le cadre d'une société innovante. Je pense que, je reviens sur mon principe, c'est vous dire pourquoi vous voulez le faire. C'est vraiment ça, parce que non seulement ça va vous offrir motivation, ça va vous offrir en fait, tous les éléments nécessaires pour le faire. C'est la motivation qui fait que vous allez vous réveiller le matin et vous dire c'est bon, je vais m'y mettre en fait. C'est ça qui va vous donner le petit kick pour justement avancer, faire petit pas par petit pas, même s'ils sont tout petits, même si du coup ça prend du temps, il faut le faire. Et je rejoins un point aussi très important qui est la patience, sur laquelle je peux que confirmer. De mon côté, je vais parler de mon expérience personnelle du coup vis-à-vis du coup de cette création de société. J'ai décidé de la créer l'année dernière du coup en septembre, mais avant de la créer, j'ai passé 3 ans à réfléchir à cette idée. C'est-à-dire 3 ans de R&D, mais tout seul,
c'est-à-dire après le travail, dans le train, voilà, tout ça en fait à réfléchir et puis à conceptualiser en fait ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire, à essayer de m'accompagner justement, à être accompagné justement avec des personnes voilà, compétentes sur certains sujets et en fait à apprendre. Ça m'a pris 3 ans. Et en fait, le déclic, je l'ai eu à un moment précis où je me suis dit, si c'est pas maintenant, ce sera pas plus tard. En fait, j'ai eu ma femme est tombée enceinte. Effectivement, l'idée étant de dire que si c'est pas aujourd'hui que je me lance dans l'entrepreneuriat, j'aurai jamais le temps de le faire après. Ce sera pas possible. Donc c'est ça aussi qui m'a, qui pour moi a été le déclic de dire, ok, c'est maintenant, il faut que je me lance et il faut que je le fasse. Donc après, je ne peux pas vous dire que pour vous le moment c'est maintenant. Je peux pas vous dire qu'il y a un bon moment, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez dans votre tête l'idée que si c'est pas maintenant, ce sera pas plus tard, eh ben, vaut mieux le faire maintenant en fait. Si vous avez vraiment une idée qui peut valoir le coup, qui peut, voilà, qui vous anime, faut le faire en fait. Faut vraiment le faire. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire que ce sera fait plus tard. Il y a des moments dans la vie justement qui vont changer, des concours de circonstances qui vont changer. Vous allez aussi changer. Et l'idée étant de dire que si vous avez quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, où vous vous dites c'est pour ça que je veux le faire, ça va marcher. Il y a de fortes chances, en tout cas pour moi, dans ma philosophie de vie, pour dire que ça va marcher. Si vous êtes convaincu que ça va marcher, il y a de fortes chances que ça puisse marcher si ça convient effectivement à des besoins que des gens ont. Puisque, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que les gens, et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit à nouveau, les besoins ne se créent pas. Tout le monde a des besoins. Et il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas non plus de vendeurs à proprement parler. Les gens viennent pour un besoin. Si vous voulez un casque audio, vous allez du coup vous diriger vers une marque qui propose des casques audio. C'est pas la manière dont on va vous le vendre spécifiquement qui va faire que vous allez acheter un casque audio. C'est vous avez besoin d'un casque audio. Et sur ce sujet-là, c'est vrai que l'innovation, je pense, part sur, comme ce qui a été dit tout à l'heure, sur si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous pensez vouloir faire différemment, ou que vous aimeriez que ce soit fait différemment, bah là, ça vous offre enfin une porte d'entrée vers l'innovation. Ça vous offre vraiment une possibilité de vous dire, bah, je peux me mettre dedans, en fait. Et ça vient tout par, je suppose, le personnel, le vécu, voilà, un petit peu tout ça. Mais je conclue là-dessus. Eh ben, merci beaucoup. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle avant de prendre celles qui sont en ligne ? Alors, donc du coup, n'hésitez pas, hein, même si vous préférez par écrit, vous avez le QR code qui s'affiche. Une question d'Antoine. Avant de créer un projet, comment s'y prendre pour faire une démarche de recherche et développement ? Peut-on réaliser une autre activité en attendant pour financer le nouveau projet ? Oui, vous avez un petit peu répondu. Ouais. Alors, je peux me permettre, mais en effet, de mon côté, justement, à ce moment fatidique où je me suis dit c'est parti, j'y suis allé all-in. C'est-à-dire que j'ai mis vraiment toutes mes économies pour justement me lancer dedans. C'était un énorme risque. J'ai pris un risque de vie. Ça aurait pu, effectivement, j'aurais pu vivre l'échec. Mais ce que je m'étais dit, c'est que si je ne le fais pas, ça ne pourra pas être fait plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision et j'ai pris ce risque qui a été effectivement un peu mal vu au niveau de mon entourage. Tout mon entourage était un peu inquiet vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que je faisais, vis-à-vis de pourquoi je le faisais, surtout que c'est quelque chose de très spécifique, donc pas tout le monde pouvait me comprendre ou m'accompagner. Et j'ai mis en effet toutes mes économies dedans. Vraiment. C'est-à-dire que ce que ça m'a demandé, c'est donc de la patience, beaucoup de patience, beaucoup de temps, et forcément de travailler sur le côté pour justement avoir suffisamment d'argent pour, le moment venu, vraiment me lancer. Et je dirais que je ne pouvais pas non plus, là aussi, je pense que je m'étais posé la question, donc j'espère pouvoir y répondre en même temps, je ne pouvais pas concevoir quel budget. C'est-à-dire que c'est impossible, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et d'autant plus dans l'innovation, de se dire combien ça va me coûter. Qu'est-ce que je dois préparer ? Vers qui est-ce que je dois me tourner pour des financements ou quoi que ce soit ? Mais combien est-ce que je dois demander ? C'est très, très dur de quantifier exactement. Et je pense que c'est pas... en tout cas, pour moi, je me suis dit, c'est pas le frein. Le frein, c'est plutôt de dire comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que mon idée soit approuvée. Et je pense que c'est par là ensuite que les autres choses se débloquent. C'est-à-dire que ça revient toujours sur l'idée du pourquoi, mais si ça répond à un pourquoi spécifique, les clés vont s'ouvrir en fait. Les portes vont s'ouvrir pour qu'on ait les bons contacts, pour qu'on ait les bonnes solutions, pour qu'on ait des personnes qui puissent nous accompagner correctement pour atteindre ce but. Je voudrais dire par rapport à cette question qui a été posée, moi je me suis lancé, il se trouve que dans ma vie j'avais déjà eu des idées mais que je n'avais pas développées moi-même, et puis finalement moi je me suis retrouvé dos au mur parce qu'il y a 46 ans je me suis retrouvé au chômage.
Et comme c'était déjà plusieurs fois que je m'étais fait licencier, virer, enfin, bref. Et je me suis dit, bon, bah, si de toute façon j'ai cette expérience de me faire virer, je ne vais pas recommencer. À 46 ans, il faut que je me lance. J'avais cette idée-là. Et donc, je me suis trouvé dos au mur. Alors, je suis parti, ventre à terre, dos au mur. Et si maintenant, il y a beaucoup d'aides, mais à l'époque, en 98, il n'y avait aucune aide, parce que je suis allé voir à la Chambre de commerce les aides qu'il y avait. La seule chose que j'avais comme aide, c'était il fallait que je signe une décharge comme quoi je refusais de toucher mon chômage définitivement et ad vitam aeternam, et on me donnait 3 mois de chômage d'avance. C'était la seule aide que j'ai pu avoir, hein, et j'avais pas, j'ai été même interdit bancaire. Et je me suis lancé comme ça. Donc Ouais. sans travailler forcément en parallèle. J'ai travaillé parce que je faisais des boulots. Pour pouvoir financer. Pendant je dirais, les 2 premières années, j'avais un autre boulot qui me rapportait pas grand-chose, mais qui me permettait de manger. Et encore, c'est pas sûr, j'allais manger souvent chez mes parents. Et pendant que j'ai bricolé là-dessus pour essayer de développer ce machin-là. Donc ça a duré 2 ans. Pendant ce temps-là, je faisais ces 2 boulots-là. Voilà. Donc je me suis trouvé parce que je me suis lancé, parce que j'avais plus le choix. J'étais, comme je vous dis, au haut de la falaise, je suis jeté dans le vide en me disant, j'y vais, je peux faire faillite, je peux me retrouver ruiné. De toute façon, j'ai déjà pas d'argent, là, je risquais pas grand-chose, mais accoucher sous les ponts. Je suis parti comme ça. Je voulais dire aussi que par rapport à cette question, histoire d'enlever aussi toute une question dramatique, enfin, on peut aussi très bien se lancer aujourd'hui avec des outils très simples. Déjà, pour faire tester son idée, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est une question souvent moi-même, je me suis posée, comment je fais pour faire tester mon idée? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Aujourd'hui, on a la chance, et notamment tous les jeunes qui sont là ou qui nous regardent aussi, on est très présents sur les réseaux sociaux, enfin beaucoup sont très présents sur les réseaux sociaux, moi je le suis peu, mais... beaucoup ont déjà un réseau personnel de personnes qui les suivent, etc. Et ça n'a jamais été aussi simple de faire des sondages, que ce soit sur LinkedIn ou via des stories, via ce que vous voulez, faire des sondages, ne serait-ce que pour savoir si les 50, 100, 200, 300, 500 personnes qui vous entourent sont en phase déjà avec ce que vous faites. C'est un premier moyen déjà, très simple, très concret, sans avoir de moyens, d'avoir déjà l'avis de tiers. Ensuite, il y a d'autres mesures, encore une fois, pour être très pragmatique, qui n'engagent pas forcément d'argent de votre part. C'est de faire des recherches sur Internet, on peut être très bien informé, sur YouTube, etc. Et rien n'empêche aussi de s'adresser à des missions locales, à Pôle emploi, etc., qui ont aussi des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs, qui pourront ensuite eux-mêmes, et moi je suis moins calé là-dessus pour vous répondre, mais eux-mêmes vous diriger vers des organismes qui peuvent, et c'est une chance encore qu'on a aujourd'hui, qui n'y avait pas à certaines époques, qui peuvent aussi vous débloquer des fonds. Si l'idée est viable, etc., qui peuvent vous aider à financer votre idée s'il y a besoin d'argent. Maintenant, et là je rejoins tout le monde là-dessus, quoi qu'il en soit, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être bosseur. Et il faut bosser énormément, il va falloir bosser. Les heures, c'est pas un 35 heures, c'est clair. Et souvent d'ailleurs, ça peut déjà vous aider à vous lancer dans la dynamique de travailler en parallèle d'autres choses, comme c'était sous-entendu par la question. Oui, effectivement, ça peut déjà mettre dans la dynamique et ça peut permettre aussi d'avoir un petit peu d'argent de côté, parce que forcément, à un moment ou à un autre, avoir des fonds propres à injecter dans son idée, ce sera nécessaire. Donc c'est que aussi le conseil que je peux donner. Mais il y a moyen aussi de mettre le pied dans l'engrenage et de se lancer sans forcément avoir énormément de fonds, sans forcément être dos au mur. On peut aussi le faire, c'est accessible par chance dans notre pays. Une information qu'on peut avoir aussi, qui est complémentaire par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il existe un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui effectivement met en place en fait, des gens qui vont travailler avec les entrepreneurs pour les aider. Parce que c'est compliqué quand on est tout seul et en tant qu'entrepreneur. Donc, ils mettent des gens en place pour les aider à débuter leur activité, à les aider, à comprendre ce qu'ils font, à leur donner des conseils. Et en plus, il y a des bourses dans le cadre de Réseau Entreprendre qui peuvent aider également les entrepreneurs au niveau des premiers investissements complémentaires par rapport aux investissements bancaires. Réseau Entreprendre. J'ai moi-même été aidé. La seule aide que j'ai pu avoir, c'était Réseau Entreprendre. Mais ils m'ont donné une aide purement symbolique en me disant, mais vous allez voir ce que vous allez voir, puisqu'on vous aide, les banquiers vont s'ouvrir. Je suis allé voir les banquiers, ils m'ont fait comme à la publicité. Regardez en face, là-bas, c'est mieux. J'ai pas pu, impossible. Et puis au niveau des gens qui m'ont accompagné, je suis tombé sur un accompagnateur qui était absolument charmant, mais il n'avait jamais créé d'entreprise. Et donc la seule conseil qu'il m'a dit, écoutez, vous pouvez pas vous en sortir, je vais vous trouver quelqu'un pour acheter votre idée, puis vous essayerez de vous faire embaucher. Voilà, donc je calme un petit peu le truc. Hein. Sur cette question-là, Nicolas ? Ouais, je pense que c'est nécessaire. En tout cas, quand on est jeune, pour la plupart, en fait, je pense, on n'a pas de fonds propres qui sont très importants. Pour autant, quand on lance une idée, et surtout quand on cherche l'aide extérieure, voire des aides financières,
c'est important en fait de pouvoir montrer ce qu'on a dans le ventre. Est-ce qu'on y croit vraiment? Et l'un des moyens, justement, c'est de s'y investir financièrement, donc d'y mettre ses économies. Donc, c'est un discours que vous entendrez tout le temps. Dans mon passé, j'ai été investisseur également. Effectivement, la chose qui m'a rassuré de plus, c'était de savoir que la personne était engagée personnellement. Effectivement, l'un des moyens pour le voir le plus facilement, c'est effectivement l'investissement qu'il y a mis. C'est vrai, je voulais simplement rajouter un truc. Étant donné que personne n'a voulu m'aider, personne ne m'a aidé. Alors, j'ai un avantage maintenant, comme disait Nietzsche, je ne suis pas dans tout ce qui ne tue pas rend plus fort, je suis vachement costaud. Et ce qui fait que maintenant, 23 ans après, je suis propriétaire à 100% de ma boîte. Puisqu'ils n'ont pas voulu m'aider au départ, parce qu'ils m'ont craché. À l'époque, il faut savoir que c'était la mode, c'était la bulle Internet. Et donc les financiers j'étais au corps perdu pour mettre de pognon dans un truc qui allait se casser la gueule, ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais moi, quand j'ai dit c'est un truc dans le béton, on dit c'est quoi ça? Donc voilà. Et bien comme personne ne m'a aidé, tant pis pour eux maintenant. Je suis propriétaire de ma boîte à 100%. Question de Poulain. Dans le cadre d'un travail en transversal, comme vous l'évoquiez, est-ce que la collaboration se fait de façon transparente, indépendamment des mécanismes de concurrence et de rivalité entre les salariés? En fait, est-ce qu'il peut y avoir, je suppose que c'était tout à l'heure quand on disait de partager ses idées pour pouvoir les faire valider, entre guillemets. Est-ce que le fait de partager, de travailler en collaboration, ça pose pas problème des fois en termes de rivalité ou de concurrence entre salariés dans une entreprise? Alors, je pense que c'est ça justement l'importance de l'équipe. C'est-à-dire que c'est très important, je pense, d'avoir une cohésion et de savoir, à nouveau, pourquoi tout le monde est là. Et je pense que ça ne peut pas marcher du coup dans tous les cas, effectivement, ce type d'entreprise. Mais en tout cas, pour ceux qui s'efforcent d'enlever ce côté pyramidal et de permettre à tous, on va dire, d'apporter des idées ou d'apporter justement de l'initiative dans un domaine spécifique de l'entreprise, ça ne peut que être bien vu et ça ne peut que faire avancer. Et si tout le monde a le même mindset justement vers le but commun, qui est le but de la création de l'entreprise et le but de pourquoi on fait ça, normalement, il ne devrait pas y avoir cet aspect de rivalité. Mais après, évidemment, on est tous humains, on cherche tous à avoir notre part de gâteau, même dans l'entreprise, même en tant que salarié, on cherche tous à avoir le meilleur salaire, on cherche tous à avoir les meilleurs horaires, ou voilà, on cherche tous à être un peu le mieux loti. Mais je pense que dans le cadre d'une entreprise à caractère innovant, ce que recherchent les personnes innovantes, de manière générale, c'est un peu le fun, justement, de s'intégrer connu, un peu le fun d'aller chercher plus loin, un peu le fun d'aller voir autre part, un peu le thinking outside the box, encore une fois, de penser en fait en dehors de ce qui existe et tout simplement en fait d'aller en terrain connu et de trouver en fait ensemble. Et je pense que plus que de la rivalité, c'est justement une aventure. C'est-à-dire que c'est une aventure en fait avec d'autres personnes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que avec les deux personnes qui sont avec moi dans l'équipe, je pense qu'on est vraiment tous à même en fait de proposer n'importe quelle idée, d'aller dans n'importe quelle direction. Mais en tout cas, on va le faire ensemble. En tout cas, là aujourd'hui, on a une très petite entreprise avec que trois personnes, mais le but, c'est d'y aller ensemble en fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'amuser aussi à travers justement l'expérience professionnelle, puisque je tiens à préciser que ce que Davy disait et le réitérer, c'est pas un 35 heures, c'est pour moi en tout cas littéralement c'est ma vie, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, c'est ça toute la journée en fait, c'est ça toute la journée, on vit différemment, on vit l'entreprise, l'entreprise c'est nous et c'est ça qu'on dégage. Donc je pense que pour en revenir à la question, c'est important quand même d'être dans cette audace et dans cette prise d'initiative. Je pense que ça peut que être bien vu et puis même ça fait plaisir aussi à soi-même, quoi. Si on a quelque chose à apporter quelque part, autant le faire. Sur la question de rivalité, de concurrence, rien à ajouter? S'il y a rivalité, c'est qu'il y a concurrence. S'il y a concurrence, c'est que le problème, celui qui a embauché les gens, il n'est pas bon, hein, parce qu'il a embauché des concurrents, ils n'ont pas lieu d'être. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive dans une entreprise, c'est la responsabilité du patron, c'est le modèle. Donc, s'il y a une mauvaise ambiance, c'est que le patron est mauvais. Voilà. C'est très simple. Hein.
Alors, question d'Alison. Tout d'abord, merci de vos témoignages. Je souhaite devenir agent littéraire, un domaine qui semble s'évanouir doucement. Selon vous, ce qui me pousse à la réaliser, c'est une passion, une envie de redonner goût à la lecture dans notre belle région. Est-ce que c'est une bonne idée? Et comment je peux faire une étude de marché fiable? Donc, elle veut devenir agent littéraire. Donc déjà, elle vous demande si c'est une bonne idée et comment on peut faire une étude de marché fiable. Je pense que la question a été posée juste avant que vous répondiez. Il y a déjà un peu la question des sondages qui sont peut-être un petit peu plus accessibles. Oui, il y a déjà un petit peu de ça. Après si je peux donner aussi un conseil, je parlais tout à l'heure d'être amoureux de ces idées qui peuvent être un danger. Les idées, enfin, pour beaucoup, et notamment pour Alison qui est dans la littérature, le piège aussi, c'est d'être très passionné par ces idées. Alors ça peut être très intéressant comme sujet. Juste la mise en garde, c'est des fois on a des idées, on se dit ah ouais ça pourrait marcher, c'est génial, mais il ne faut pas oublier aussi quand on est entrepreneur, on est tous les métiers de son entreprise. Il faut à un moment donné arriver à, quoi qu'on le veuille, les vendre ces idées. Il faut être armé pour avoir les compétences pour aller voir des gens et commercialiser quelque chose. Parce qu'une entreprise qui ne rapporte pas d'argent, quelque part, c'est bien beau, mais ça reste quelque chose qui n'est pas rentable, on y passe de l'énergie, et à quoi bon finalement? Donc il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait cette part aussi de lucidité en se disant comment je vais faire? C'est bien, j'ai une idée, comment je vais faire pour la vendre? Donc il y a cette idée, il faut trouver un public. Donc, il peut avoir une phase d'étude de marché, effectivement, qui peut passer par les réseaux, comme je l'ai dit, ou alors, là, pour le coup, pourquoi pas aller voir, je sais pas, des librairies, aller voir des organismes qui sont concernés par cet environnement. C'est tout ce que je peux conseiller pour sonder l'idée. Et s'il y a du répondant, oui, là, il y a quelque chose à faire. Par contre, effectivement, il va falloir, à un moment donné ou à un autre, voir comment tout ça, ça peut être un mécanisme qui va générer de l'économie. Sans parler d'avidité ou quoi que ce soit, mais générer assez d'économie pour pouvoir faire vivre cette personne morale qui est l'entreprise. Je serais assez méfiant pour tout ce qui est étude de marché, parce que ça, pour vendre du courant d'air, il n'y a pas mieux. Moi, je dirais que le seul moyen, parce que de toute façon, si l'idée est bonne, toutes les idées sont bonnes, c'est comment on va les traiter. Donc, si elle a envie de faire ça, puis que c'est son idée, c'est une très bonne idée. Simplement, pour savoir quel est son marché, je pense qu'il faut d'abord qu'elle travaille d'une manière ou une autre dans l'édition, dans des entreprises, en tant que salariée, qu'elle regarde, qu'elle observe, et qu'elle voit quels sont les points faibles de cette entreprise, qu'est-ce que c'est qui ne marche pas. Et une fois qu'elle aura déterminé quels sont les points faibles qui ne marchent pas, elle bâtit son idée pour compléter ce qui ne marche pas. Et du coup, elle piquera les clients de son patron. C'est pas compliqué. Non, moi je voulais dire, en fait, il faut toujours partir du client, quelque part. On peut avoir une bonne idée, mais si quelque part, de l'autre côté, il n'y a pas de client, ça ne sert à rien. Donc il faut toujours partir du client et remonter et voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à un besoin spécifique du client, mais toujours partir du client. Donc, et je pense que c'est là où il faut qu'elle travaille un petit peu. Je voulais juste illustrer ce qui vient d'être dit. Nous, typiquement, en ce moment, on travaille sur des nouveaux produits. Quelles pourraient être les formations qui pourraient être intéressantes et correspondre à notre marché. Et on avait envie de se lancer dans la formation qui déboucherait sur la certification Voltaire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Certification Voltaire, c'est tout ce qui est niveau d'orthographe et d'expression orale. Il y a 2 certifications. Donc sur papier, on a trouvé ça super séduisant parce que voilà, nos clients et surtout nos clientes, on a 85% de femmes, sont des personnes qui veulent travailler dans qui veulent retrouver des métiers liés finalement à l'assistanat administratif, commercial, etc. Donc ça a du sens. Par contre, on a posé la question sur des bases de contacts qu'on pouvait avoir, donc qui sont les contacts qui sont travaillés pour nous. Et finalement, seuls 6% des personnes ont manifesté un intérêt pour ça. Donc nous, sur papier, avec mon associé, en discutant, en réunion stratégique, on s'est dit génial, super, ça va marcher. Et finalement, en posant la question, on se rend compte qu'il y a très peu d'intérêt par rapport à ça. Et par contre, pour d'autres sujets qu'on avait moins envisagés, la gestion de projet ou des choses comme ça, 50% de réponses positives. Donc pour rejoindre ce qui a été dit, il faut toujours se mettre à la place du client. Quelles sont ses attentes? Quel est son besoin? Est-ce qu'il y a un désir en lui, une passion qui naît pour ce produit? Parce que si ce n'est pas le cas, ça reste votre passion personnelle et elle a beau être géniale, ça restera très niché. Vous arriverez à convaincre les personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, mais qui du coup restent assez petits. Donc ça peut être un sujet super intéressant s'il y a du public. Et du coup, pour ça, il faut quand même, je pense, passer par une phase de... Alors, étude de marché, c'est un grand mot qui veut tout et rien dire, et je l'accorde. Mais il faut passer par effectivement une étape où on va sonder. Ça peut être en travaillant, effectivement, comme il a été dit aussi dans ce genre de domaine, scruter cet environnement, voir s'il y a du répondant.
Eh ben, je pense que tout a été dit, mais je vais juste me permettre de rajouter un petit quelque chose qui, je pense, peut être en adéquation avec la question. C'est que typiquement, j'ai l'impression aussi que cette personne comment dire, a cette passion de la littérature. Donc qu'elle veut en effet potentiellement du coup en faire justement une entreprise ou créer quelque chose en tout cas de cette passion. Et je trouve ça honorable, et c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est que ça rejoint un peu l'idée de Davy en disant que voilà, faut pas trop idolâtrer ses idées, mais ça reste quand même quelque chose qui est passionnant pour cette personne, donc je pense que c'est important. Donc en ce sens, pour moi, pour mon pourquoi cette personne fait ça, je pense que c'est important qu'elle le fasse dans tous les cas. Mais si ça doit commencer à titre de passion, mais qu'elle peut être à même de présenter à d'autres personnes. Il y a énormément de success stories sur Internet, de personnes qui sont parties d'une passion, qui l'ont par exemple mis en vidéo sur YouTube ou mis en podcast ou quoi que ce soit, et qui réussissent aujourd'hui à avoir des centaines de milliers d'abonnés, de personnes intéressées, parce que la personne aura su présenter cette chose-là d'une façon différente, ou aura su présenter un format innovant. Et je pense que c'est plus sur ça qu'il faudrait peut-être envisager comment dire, la chose, si je peux permettre du coup ça, enfin comment dire, ce terme, c'est plutôt de partir justement de cette fois-ci de la passion pour amener peut-être l'attrait. Et heureusement qu'on a justement aujourd'hui des technologies numériques qui nous permettent justement de mettre ça en place. Et concernant justement l'étude de marché, mieux vaut, je dirais, pas non plus l'oublier, mais aller vers des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. C'est-à-dire que là, il y a des forums spécialisés en littérature, il y a tout un tas de personnes qui seraient intéressées justement par ce domaine. Voilà. Mais c'est plutôt commencer par petit et ensuite justement s'étendre. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui se dit, mais moi je me méfie également de tous ces contes de fées de gens qui ont réussi. Oui, je n'utilise pas les mots anglais, moi. Parce qu'on vous montre que ceux qui ont réussi, c'est formidable, etc. On vous montre jamais ceux qui se sont cassés la figure. Or, c'est 80% de ceux qui se sont lancés qui se sont cassés la figure. Ceux-là, vous ne les voyez pas. Donc, vous dites, je me lance parce que vous voyez, les autres, ils arrivent par Internet, je vois tous ceux qui ont réussi. Faites attention aux infox. Voilà. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Je vous mettez les pieds sur terre. Je me permets juste de rétorquer par rapport à ce point-là qui est important. Je pense que ce soit une success story ou pas, je pense que c'est important pour cette personne, en tout cas, d'être présente ou en tout cas de partager sa passion. Puisque je pense que ça rejoint effectivement le pourquoi. Et je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans le milieu des réseaux sociaux, qui sont tout simplement passionnées par ce qu'elles font. Et c'est pour ça aussi que les personnes sont attirées par ces personnes qui sont justement en success story, enfin en conte de fées. Puisqu'en effet, ce sont des personnes qui arrivent à exprimer aussi leur bien-être à travers justement ce qu'ils vivent de leur passion. On parlait tout à l'heure de programmes ou d'aides pour ceux qui veulent se lancer. On peut préciser que l'Université Savoie-Mont-Blanc développe un programme d'étudiants entrepreneurs pour accompagner les étudiants avec un projet de création d'entreprise et travaille en partenariat avec les incubateurs de Savoie Technolac, c'est juste à côté, et du Grand Annecy. Et on ajoute qu'il y a également une cellule d'accompagnement à la création à Savoie Grand Lac dans le cadre de CitéLab. Une dernière question de Malo. Si nous avons plusieurs idées d'entreprises qui ont pour nous le même niveau d'importance, pensez-vous qu'il faille se recentrer sur une seule ou bien s'investir dans toutes ? Sans hésiter, se concentrer sur une seule. Il faut se Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, souvent ceux qui sont animés d'idées comme ça, c'est des personnes qui ont un tempérament créatif, qui ont beaucoup d'idées. Le souci, c'est que plus on va se diversifier, surtout dans une phase initiale de lancement, plus on va, pour que ça marche, il faut y consacrer énormément d'énergie. Donc si on se lance sur 5 projets en même temps, on va diviser cette énergie en 5, on ne pourra pas être bon sur aucun des projets. Donc si autour de ces projets, il y a quand même quelque chose de commun qui règne, qui est là, essayez finalement de rassembler au maximum ces idées pour arriver à finalement faire fusionner un projet qui émerge de tout ça. Si c'est vraiment des projets diamétralement opposés, faut en choisir un.
dans un premier temps, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais j'ai hâte de savoir ce qu'en pensent les autres. Mais il faut se concentrer vraiment sur ce point-là. Et ensuite, qui sait, à l'avenir, une fois que la société sera bien installée, que l'entreprise sera bien lancée, pourquoi pas un entrepreneur, il peut ensuite, derrière, se lancer sur d'autres projets. Et encore, il faut faire attention parce que, encore une fois, je pense que ça demande énormément d'énergie, ensuite même de gérer, de diriger une entreprise. Et on ne peut pas s'éparpiller, on ne peut pas se permettre de s'éparpiller sur 150 000 tableaux. Donc vraiment, pour moi, c'est le focus, c'est obligatoire. Se focus sur une idée, sur quelque chose de précis. Ça fait rire votre voisin. J'approuve à 200%. C'est déjà bien. Une entreprise, c'est déjà bien. C'est déjà énormément. Ça demande encore une fois énormément de travail, énormément d'efforts. Je le disais tout à l'heure, mais je le réitère à nouveau. Ça devient notre vie. On n'a qu'une vie. On ne peut pas se multiplier. Moi, j'aimerais bien aussi, puisque j'ai des idées qui fusent, j'en ai plein qui arrivent, mais effectivement, des fois, il faut vraiment avoir comment dire, si on a plusieurs idées et qu'elles sont toutes égales, justement, il faut savoir du coup laquelle va nous plaire le plus, en fait, en premier. Peut-être, si cette personne devait faire un choix. Et peut-être aussi potentiellement quelle est comment dire, l'une de ces idées, quelle est la plus courte à réaliser, quelle est la plus simple à réaliser. C'est peut-être aussi ça, un bon entraînement aussi peut-être pour les autres après. Puisqu'en effet, je pense qu'il faut tout d'abord commencer quelque part, mais il ne faut en effet pas s'éparpiller. Je pense confirmer qu'une, c'est déjà très très bien. Une ou plusieurs? Cela vaut pour toutes les étapes de vie d'une entreprise. En fait, quand on démarre, quand on est entrepreneur, on est tout seul. Donc déjà là, en fait, en termes de ressources, on est limité. Et effectivement, il faut se focaliser, on ne peut pas s'éparpiller. Et cela continue, même quand ça devient une grande entreprise. On a toujours de bonnes idées. Mais après, pareil, toujours le personnel, c'est une ressource limitée. Donc on ne peut pas tout faire. On peut avoir de plus en plus d'idées, mais au bout d'un moment, effectivement, il faut se concentrer sur certaines. Et puis, on fera les autres quand on aura le temps. J'ai pas grand-chose à rajouter dans ce cas-là. Hein. Je veux dire, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Déjà, il faut essayer de mettre le cheval devant. Hein. Donc plutôt une. Voilà. Duquel, parce que si vous partez dans tous les sens, alors là, je suis sûr que vous n'allez à rien. Hein. Tout a été dit, je pense. C'est clair que on a des ressources limitées. Il faut avoir un focus pour obtenir des résultats. Je rajouterais juste qu'effectivement, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais déjà, quand on entreprend tout seul, on doit faire tous les métiers finalement de l'entreprise quand on est tout seul. Ça veut dire que déjà, il va falloir bien tout segmenter et arriver aussi à monter en compétence dans ces domaines-là. Il faut savoir tenir une comptabilité, même si on peut se faire aider, encore une fois, de personnes de cabinet qui nous entourent, mais encore une fois, ça a un coût. Donc, il faut arriver à maîtriser déjà tous ces éléments. Être le comptable de sa propre société, être le commercial de sa propre société, être le producteur de sa propre société. Tous ces métiers-là, qui d'habitude sont différents postes, voire différentes équipes dans des grosses structures, il faut bien commencer par là. Et rien que ça, déjà, faut concentrer son énergie là-dessus. Ouais. Et je me permets de rajouter en effet que faut avoir une base de tout, et je confirme, c'est super important. Je peux même sortir ma petite expérience personnelle, c'est que le premier confinement, je l'ai passé sur le site de Légifrance à regarder absolument tous les textes de loi concernant l'activité que j'allais faire. Donc ça m'a pris littéralement 2 mois en fait pour vraiment comprendre tout ce que j'étais en train de faire légalement en France. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, quels sont les cadres légaux, en fait, vraiment pour avoir cette connaissance-là. Donc ça m'a pris littéralement 2 mois, qui ne sont pas du tout dans mon domaine d'activité, mais que j'ai dû faire, et qui a été super important et qui est important aujourd'hui, puisque j'ai suffisamment de connaissances maintenant en termes légaux pour savoir du coup ce que je fais, pourquoi je le fais, si je suis autorisé à le faire, etc. etc. Donc en effet, c'est plusieurs corps métiers et ça prend énormément de temps et d'investissement. Eh bien, merci beaucoup à tous les 5 pour votre temps aujourd'hui pour cette émission. Merci pour vos témoignages. Vous pouvez retrouver les 3 talk shows de cette 14e semaine emploi et entreprise en ligne sur les réseaux du Club des entreprises avec les interventions des différents professionnels. Pour rappel, lundi, on s'est intéressé à l'entreprise citoyenne, mardi à l'entreprise audacieuse et donc aujourd'hui à l'entreprise innovante. Merci de votre présence aujourd'hui ici et en ligne. Un grand merci aux équipes pour l'organisation. À bientôt.